On n'a pas l'impression que maintenant il est en duplex de Toulouse. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché. D'accord, hein. C'est cool. Ouais. Bienvenue en France, Astien. Bienvenue les amis, on est absolument ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Ludovox où on se retrouve pour papoter jeux de société. Welcome, car mieux qu'un trio, nous allons faire un cluster pour écrire une love letter aux hits que nous aimons, qui nous font vivre d'extraordinaires aventures, des chroniques inouïes, nous permettent de nous exit, de nos lives parfois Jekyll and Hyde, de nous escape de nos citadelles emplies de patates à vélo et de pigeons, et de nos vies rythmées par des pandémies. Il y avait des tours de jeu, non, dans ton truc? Moi, je crois, parce que moi, j'ai reconnu Chronique Inouï. Si vous voulez esquisser des mots malins, découvrir notre top 10, des infos d'insider un peu décales, un peu spicy, nom d'un renard, vous êtes au bon endroit. Nous allons faire le focus sur certains concepts et décrypter quelques fun facts dans un patchwork de discussions qui vont ouvrir vos chakras. Alors rejoignez la crew, entrez dans la loupe, prenez peut-être 2 pommes, 3 pains ou un paquet de chips car ça va durer un peu. Nous avons un panel de complices cosmopolites autour de la table et notre premier challenger, l'inénarrable Thomas de Ludovox. Bonjour tout le monde. Attendez, j'essaie de... Tu les auras pas tous. Hein. Non, ouais, de digérer cette avalanche de titres. Bravo. Il faudrait qu'on fasse tout un podcast comme ça où chaque fois qu'on parle, on fait que des titres de jeux de société. Ce serait génial. Et là, moi, j'ai entendu que Cosmopolite comme jeu dans toute la liste. Peut-être. Thomas de Ludovox qui ne peut pas faire un pas dans les salons sans signer des autographes à des fans déchaînés. Il est peut-être le visage le plus connu de l'équipe puisqu'il présente la moitié de nos lieux du chrono, mais il travaille 1 jour par mois. Deux. Et sa redoutable efficacité, même s'il n'aime pas ce mot, l'a rendu célèbre à travers le monde. True story. Ouais, un peu. Tu peux le raconter? Ouais, j'étais en Grèce et je suis tombé sur un grec qui, je suis pas sûr qu'il parlait français, qui connaissait Ludovox et qui nous connaissait en vidéo, qui m'a dit « Ah mais oui, je te reconnais, c'est là, je t'avais vu sur Internet. » Voilà. On est officiellement connu international, c'est incroyable. À côté de lui, nous avons un atome discret mais chargé de particules ludiques, électrons libres qui n'a de cesse de composer de nouvelles formules pour agrémenter la substantifique moelle qui fait le sel d'articles satisfaisants. Atome voulait faire du podcast parce qu'il considère qu'il a un physique de radio. Moi, je voulais faire un podcast pour que le monde puisse entendre la voix d'Atome, son esprit critique affûté et tranchant avec le doux accent des terres ensoleillées du sud-ouest qui l'ont vu naître. Bonsoir Atome. Bonsoir. Un autre homme de l'ombre, le chaman, le Manitou, le Zorro qui vient à la rescousse de Ludovox dès que celui-ci est en péril, qui permet au bateau d'avancer depuis 10 années de mer forte, qui regarde les prévisions, qui gère les provisions, pérennise le provisoire, améritrachise le monde autour de lui, c'est bien sûr le seul et l'unique Thibaut Mon Amour. C'est moi, le Zorro de la mer. Le Zorro de la mer. Malheureusement, nous n'aurons pas notre cher Hugo avec nous aujourd'hui. Nous avons une délicate pensée pour lui. Mais nous saluons Astien qui, derrière son casque, a la patience d'écouter nos élucubrations douteuses. Il vient de nous avouer qu'il n'écoutait pas. Il joue à Candy Crush. Et moi, c'est Marilyn, aka Chanouillette, rédac chef et humble cofondatrice de Ludovox. Je suis bien aise de vous recevoir dans cette demeure et j'ai déjà très soif suite à cette bien trop longue introduction. Nous allons donc tout de suite attaquer avec notre chronique la plus deckbuildante, et ça n'a rien d'interlope. Ah putain, le jingle. Ah oui, le jingle. Si quelqu'un comprend ce jingle, est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Pourquoi c'est ça mon jingle? Et oui, c'est ça ton jingle, Thomas. Il faut que tu t'y fasses. Ouais. Alors, En fait, j'avais pas noté, mais dans le 2e épisode, j'avais chanté des trucs genre il aime Oui. tout, il aime. mais ça a été gardé ça, non? Ouais. Mais j'aurais dû le noter, comme ça j'aurais pu te le rechanter à chaque chronique. Si seulement ça avait été enregistré. Ouais, c'est Le vrai. deck building, Thomas. Alors le deck building, oui c'est vrai que c'est le sujet et moins les jingles. Alors le deck building. Alors pour vous parler de deck building, je vais commencer par reprendre quelque chose que j'avais entendu à l'époque sur Proxy Jeux, qui avait donné leur explication personnelle d'où venait le deck building et j'avais trouvé ça assez drôle. Alors le deck building en gros pour eux c'est un système de jeu qui a été inventé pour des gens qui jouaient qu'avec des mauvais perdants. C'est-à-dire qu'au début, on avait des cartes, donc on jouait à des jeux de cartes, on se distribuait les cartes, et puis les gens jouaient, et puis les gens perdaient. Et ils disaient « Ah non, mais j'avais perdu parce que j'ai pas eu de chance sur les cartes que j'ai eues en main. » Alors les mecs, ils ont dit « Bah attends, on va faire un truc, on va inventer des jeux où on choisit les cartes qu'on va piocher. Et on va appeler ça Magic, par exemple. Donc, comme ça, avant le jeu, on prépare nos jeux de cartes, et ainsi de suite. » Mais bon, les mecs, ils continuent à perdre, ils disaient « Non, mais c'est parce que j'ai pas pioché les bonnes cartes, ou t'avais plus de sous que moi, tes cartes, elles étaient meilleures, et ainsi de suite. »
Et donc là, les gars, ils ont le murmure, ils disent attends, on va faire un jeu où pendant le jeu, tu choisis les cartes que tu veux mettre dans ton deck, et puis comme ça, si tes cartes elles sont pas bonnes, ce sera bien fait pour toi. Bon, je pense que ça va pas marcher parce que je pense qu'on peut encore se plaindre que le tirage nous est pas favorable au deck building. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le deck building pour ceux qui arrivent et qui connaissent peu de choses sur le monde du jeu? Je sais pas s'il y en a, on sait pas, peut-être. Si vous êtes là, bonjour, n'ayez pas peur. Ouais, voilà, on est gentil. Les autres, Des primo-accédants. Les primo-accédants. Donc le deck building, c'est tout simplement une mécanique dans laquelle on va commencer avec un paquet de cartes, avec des cartes basiques pas forcément très intéressantes à jouer, et on va petit à petit enrichir ce paquet en acquérant de nouvelles cartes pour avoir des nouvelles cartes plus fortes, et il va falloir essayer d'avoir le meilleur deck à la fin de la partie. Alors le meilleur deck, ça veut dire plein de choses. Est-ce que ce sera celui qui sera le plus efficace, qui nous permettra de faire le plus d'actions? Parfois, on aura des deck building où le deck va se suffire à lui-même. On va compter uniquement les cartes qu'on aura dans notre deck et puis c'est ça qui va faire tout le jeu. Parfois, ça va nous permettre d'interagir avec un plateau. Ça va nous permettre de faire de la pose d'ouvrier. Ça va nous permettre de faire plein de choses. Ça peut être une mécanique au centre ou qui peut accompagner d'autres choses. Alors, ce que je trouve intéressant avec le deck building, c'est que c'est une mécanique qu'on retrouve partout. Alors, je vais le dire tout de suite parce que ça va peut-être pas être évident dans la suite, mais j'adore le deck building. Je trouve ça absolument... vraiment, c'est une de mes mécaniques préférées. Néanmoins, il y a un truc qui est marrant avec le deck building, c'est que c'est une mécanique que je trouve extrêmement codée. C'est-à-dire que d'un jeu de deck building à l'autre, il y a des choix qui ont été faits qui peuvent paraître anodins et qui pourtant vont rester d'un jeu à un autre. C'est-à-dire que souvent, dans un deck building, à votre tour, vous piochez 5 cartes. C'est comme ça. Votre deck, il commence avec 10 cartes, avec souvent une répartition où on va avoir 7-3 ou 8-2. Avec les 7 et les 8, ce sera des petites cartes de 1 qui vont nous servir à faire des achats. Ça, vraiment, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent. Dans ce deck building, on va servir donc de ces cartes pour faire des achats qui vont aller les achats dans notre défausse, et quand notre pioche est vide, on va mélanger la défausse pour pouvoir continuer à piocher. Ils sont rares les jeux où on garde pas ça. Alors il y a quelques jeux où par exemple Mycelia on n'a pas 5 cartes en main, dans Ion Zen on va pas mélanger la défausse, mais globalement ces règles là elles sont respectées quasiment tout le temps. Alors il y a des petites variations, on va trouver des jeux parfois où il y aura des rivières, où on va au fur et à mesure avoir une offre de cartes qui va évoluer, mais on en aura quelques-uns aussi où on aura des marchés, c'est-à-dire que dès le début de la partie on saura quelles sont toutes les cartes qui sont accessibles. Par contre, le truc qu'on va retrouver quasiment à chaque fois aussi, c'est qu'on aura toujours un paquet de cartes qui est une rivière ou bien qui est un marché, un paquet de cartes avec des cartes un peu mieux que les cartes de départ qu'on va avoir, qui vont coûter 2 sous en général et qui vont nous permettre de ne pas perdre des tours où malheureusement on aurait une mauvaise main. Donc derrière ces espèces de... Est-ce que c'est des poncifs, est-ce que c'est des codes, je sais pas. En tout cas, c'est des choses qu'on va retrouver quasiment tout le temps où vraiment on a assez peu de variations là-dessus. Quelqu'un qui va faire un deck building va souvent respecter ce cadre-là. Mais derrière cette mécanique qui est vraiment très simple de j'ai 5 cartes en main, je les joue, elles vont dans ma défausse, j'ai des nouvelles cartes qui vont dans ma défausse et puis je vais piocher, je vais me servir de ma défausse pour faire ma pioche. En réalité, on peut faire plein de choses extrêmement flexibles. Comme je l'ai dit, on peut s'en servir soit comme mécanique centrale, mais ça peut nous servir aussi pour un jeu parfois de gestion ou bien un jeu d'aventure. On peut vraiment aller très loin. Il faut dire que c'est une mécanique qui a cet avantage de... On va pouvoir récupérer des cartes et on va avoir le plaisir de jouer des cartes qui sont fortes. Parce qu'il faut quand même être clair, dans les jeux de cartes, on aime quand on joue des monstres, quand on joue des créatures, des robots, des cartes qui sont plus puissantes et qu'on a l'impression de faire des choses, d'être monté en puissance. Et c'est ce sentiment-là qui est forcément présent puisque, on l'a dit, on commence avec un deck qui est tout pourri et petit à petit, il va devenir de plus en plus intéressant. Donc forcément, quoi qu'il arrive, le jeu va nous récompenser parce que, quoi qu'il arrive, on va devenir de plus en plus fort. Par contre, on l'a dit, comme je vous le disais, le problème du deck building reste que le hasard est quand même assez présent. On peut avoir fait un très bon deck, s'il sort pas, il sort pas, et parfois ça peut créer aussi de la frustration. Alors j'ai remarqué notamment au niveau des deck building à rivière. En particulier, moi j'ai en tête un jeu que tout le monde adore et avec lequel j'ai beaucoup de mal, qui est Clank. Puisque non seulement il y a la frustration liée à la rivière où les cartes qui sortent c'est pas forcément celles qu'on veut acheter, puis en plus si jamais on a la bonne main mais pas au bon moment, ça peut nous servir à rien et ça peut être très frustrant. Bref, j'adore cette mécanique. Encore une fois, je trouve qu'elle apporte énormément de choses. Elle permet de faire voyager, elle permet d'avoir plein de jolies cartes en main. J'adore avoir des jolies cartes en main. C'est super important. Et pourtant, cette mécanique, elle nous a aussi donné probablement les pires jeux que j'ai vus. Alors, j'exagère presque, mais c'est pour provoquer Shaman en face. J'attends de voir à quel moment il va exploser. Non, je sais pas, on peut intervenir parce que... Non. Eh ben, vas-y, continue. Non, mais c'est parce que justement, comme elle est très codifiée, on a maintenant
quelque part une recette pour faire un deck building qui marche, et ben on se rend compte que c'est assez facile de faire un deck building pas très intéressant, mais en reprenant ces trucs-là. J'ai 10 cartes, tout ce que je viens de vous décrire. En particulier, moi j'ai une petite catégorie à moi de deck building spéciaux que j'appelle les DFL, les deck building feignants à licence. C'est-à-dire c'est des deck building où un jour le mec s'est dit tiens, je vais reprendre tous ces trucs qu'on vient de voir là, les trucs hyper codifiés, je vais y coller une licence, je vais foutre 3 illustrations, peu importe le thème, et puis on va vendre ça et on se retrouve avec des Naruto The Deck Building Game, Street Fighter The Deck Building Game, j'imagine Dora l'Exploratrice The Deck Building Game, qui en fait vont faire exactement la même chose et qui vont avoir à peu près aucun intérêt. Alors attention, ça veut pas dire que tous les deck building des licences ne sont pas bien. Il y en a des extrêmement bien. Typiquement, on avait Alien, le deck building, que je trouve effectivement très intéressant. Après, là, juste un petit point sur ceux que tu viens de citer. Là, je crois que Naruto, Street Fighter, DC, je ne sais pas pour les Marvel, mais en fait, c'est tous... En fait, c'est des déclinaisons, puisque c'est le système cryptozoïque. Il y en a deux. Alors, il y en a deux qui se battent. Il y a les Legendary. Ouais. En tout cas, les DC, Naruto, Street Fighter, les 3 là, c'est cryptozoïque, le système cryptozoïque. C'est possible. Donc on est bien d'accord que c'est une déclinaison d'un système qui est plutôt efficace, mais avec une application pure et simple de licence sur tout à fait. toutes ces Tout à fait. Alors ceux-là, c'est les plus parlants, mais il y en a d'autres. Alors je sais qu'on a eu un débat en préparant ces chroniques sur Harry Potter Hogwarts Legacy, que moi je mets complètement dans cette truc-là, où en termes de méca et de trucs... t'as des cartes qui te permettent d'acheter d'autres cartes, t'as des cartes qui te permettent d'attaquer, puis merci, au revoir quoi. Et... ouais, on n'est pas trop d'accord. Ouais, je sais. Après, le jeu est mal fini, moi je trouve. En termes... T'as dit Hogwarts Legacy, pardon, mais c'est Hogwarts Battle. Battle. Le Battle, ouais. Legacy, c'est le jeu vidéo. Où il y avait vraiment, oui, effectivement, il y avait vraiment besoin de house rouler le jeu. Enfin, même, je crois que l'éditeur a validé les autres, sur les la VF, auteurs. Il a validé la variante. Des variantes de BGG parce que c'était pas très bien équilibré, c'était pas très bien fini. Néanmoins, on avait trouvé quand même l'expérience sympa parce que ça suivait bien l'histoire. Et on est d'accord que si on enlève la licence Harry Potter, je suis pas sûre qu'on aurait fait autant de parties. Voilà. Mais ça suivait bien l'histoire. Il y avait fallait ouvrir les boîtes, ça suivait les années, donc on découvrait maintenant on peut faire ce sort et ça correspondait bien avec l'esprit Harry Potter. Au moins, il faut reconnaître que par rapport à d'autres, celui-là avait au moins essayé d'un peu bien traiter son thème. Disons que la thématisation, si ça se dit, était plutôt respectueuse du matériau, avec une idée legacy à une époque où ça balbutiait vraiment les legacy. Voilà, celui-ci à la limite c'est pas le pire que j'ai vu, mais il y en a d'autres. Effectivement, les 3 que j'ai cités, en vrai je les ai cités certains au hasard, il y en a même certains je savais même pas si ça existait ou pas. T'as pas cité le deck building, le deck building game? Non, parce que je ne connais pas celui-là. Tu construis une terrasse. D'accord, merveilleux. Non mais je suis à peu près sûr que toutes les licences du monde, il existe leur version de deck building tellement... c'est le nouveau Monopoly, c'est ça que tu veux dire. Exactement, tu veux faire un jeu, tiens j'ai une licence, je veux l'exploiter, boum, un deck building, je l'ai fait en 3 secondes et demie. Et c'est à peu près aussi intéressant que de construire une terrasse quoi. Parce que j'imagine que l'équilibrage et le calcul de probabilité pour faire un truc correct doit être assez maîtrisé maintenant. Bien sûr, c'est ce qu'on disait, le truc est tellement codé, tellement habituel que en plus on perd personne, tout le monde sait jouer facilement. Alors ça c'est aussi quelque chose qui est la force de cette mécanique. Moi j'organise régulièrement le midi à mon boulot, j'organise des activités jeux. Et en fait, à force qu'ils viennent, forcément, je leur en amené des deck building. Et en fait, ça m'est arrivé un jour d'amener un deck building. C'était Mycelia à l'époque. Et je leur dis, voilà, c'est un deck building classique, vous avez l'habitude, je vous explique pas les règles, on joue. Et en fait, il y avait une joueuse autour de la table qui avait jamais fait de deck building en réalité. Et qui, en 3 secondes, elle a compris comment ça marchait. Et j'ai même pas eu besoin de lui expliquer. C'est après 2 tours elle avait une petite question qu'il a fallu que je tranche. Mais elle m'a dit, oui, non, mais en fait, j'avais jamais fait, j'ai pas osé te dire pendant l'explication des règles. Et donc, elle a compris tout de suite. Donc, c'est bien la force du deck building. Alors, ce que je trouve aussi très intéressant dans cette mécanique, c'est quand je me penche vers son histoire et sur ce qu'elle est aujourd'hui et d'où elle part, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je viens de vous dire, on va jouer des monstres, on va avoir des cartes avec des combos, on a notre main de cartes, on va la jouer. On est sur un truc qui est très, entre guillemets, Ameritrash, dans le sens où on va mettre du thème, on va mettre plein de cartes différentes avec plein d'effets qui vont faire de la combo, on va mettre des jolies illustrations, enfin, on va faire quelque chose de très pop, on va dire, souvent. Ou en tout cas qui va nous permettre éventuellement de faire de la symétrie, de faire plein de trucs. Typiquement, pour moi, le gros exemple de ça, c'est Star Realm, où on est sur un truc qui est hyper accessible, c'est dans l'espace, on est des vaisseaux, piou piou, on se tire dessus, voilà.
Alors d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai découvert, en redécouvrant Ascension il n'y a pas si longtemps, que l'idée de Star Realm de faire combiner quand on jouait des cartes de la même façon, il avait piqué à Ascension. Donc pas si original que ça. Star Realm, peut-être même c'était avant. avant, je sais pas. Non, Ascension était avant Star Realm. Ouais, c'est Largement avant, ouais. Et en fait, ce qui est presque dommage, c'est que cette méca qui est très Ameritrash, moi je suis plutôt Ameritrash, je suis pas très jeu à l'allemande, et ben en fait, le premier deck building, est-ce que c'était pas parfaitement un jeu à la demande? En l'occurrence, Dominion. Déjà, premier critère, il est absolument dégueulasse. En termes d'esthétisme, c'est absolument moche. Je crois que ça s'est amélioré un peu. Alors ça s'est peut-être amélioré, mais les premières boîtes sont catastrophiques. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont réussi à prendre plusieurs illustrateurs. Donc non seulement il n'y a pas de cohérence entre les illustrations, mais en plus, toutes sont moches. Enfin, du coup, il y a une cohérence. C'est merveilleux. Il y a une certaine cohérence, mais moche différent. Et donc pourtant, c'est le tout premier deck building, et tout ce que je viens de vous décrire là, c'était déjà là. C'est-à-dire qu'on avait est déjà... sûr que c'est le premier deck building, juste parce que moi, j'ai pas la certitude de jouer dessus. Ah, moi, je suis... Alors, pour moi, c'est vraiment le premier auquel j'ai joué. C'est avec certain. Ce type de deck building. C'est certain. Et vraiment, quand il m'avait été présenté à l'époque comme j'avais jamais vu ça avant. Et c'est, pour le coup, c'est quelqu'un qui est dans le monde du jeu depuis vraiment très 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 longtemps et très au fait de ces choses-là. Et j'ai à peu près zéro doute que ce soit le cas. Alors, il y en a un autre, il y a Arctic Scavenger, je crois, qui était sorti. Ouais, peu mais de je crois qu'il est sorti avant. après en fait. Ouais, pour moi, il est sorti après. En fait, mais Dominion est quand même sorti avant. J'avais entendu une histoire comme quoi il devait sortir avant et qu'il avait été enterré. C'est ça. Et en fait, après, je suis tombée sur une avant. Interview du mec qui disait non, j'ai joué à Dominion et j'ai voulu faire un truc plus thématique. Ouais. Du coup. Et donc effectivement, pareil, deuxième cas sur le truc à l'allemande, la thématique on la voit pas du tout. Mais par contre, on retrouve tous les codes que j'ai mentionnés. On a ces 10 cartes en main, on va jouer les 5 cartes, on mélange la défausse, mais on retrouve aussi toutes les mécaniques qu'on va trouver après. On va trouver des mécaniques de cartes qui vont nous permettre d'accélérer notre pioche, qui sont toujours intéressantes d'à peu près tous les deck building du monde. On va trouver déjà des cartes qui vont nous permettre d'épurer notre deck pour virer les cartes pas intéressantes, et ça même dès la première boîte de Dominion. Et puis on va trouver surtout, on va trouver de l'interaction aussi. On pouvait aller pourrir les decks des autres. Et surtout, c'était vraiment le deck building pur, dans le sens où la seule chose qui comptait à la fin de la partie, c'est la valeur de notre deck. On va pas se servir de notre deck pour faire des choses, on va vraiment uniquement se servir de notre deck pour l'enrichir. La seule chose qui compte, c'est combien de cartes avec des points de victoire on va avoir à l'intérieur. Et c'est là où on trouve la beauté de certains jeux à l'allemande, où on a des règles qui sont très simples, mais extrêmement exigeantes. Je vous ai dit, les deck building, souvent on a 5 cartes en main, on va toutes les jouer. Dominion, pas du tout. Dominion, il y a des cartes qu'on va acheter qui sont des cartes action, et on a le droit d'en jouer qu'une seule par tour. Donc si jamais on en a plusieurs, il va falloir choisir. Ça, c'est un truc qu'on a complètement perdu dans les decks building, complètement peut-être pas, mais qu'on a beaucoup perdu dans les decks building aujourd'hui. C'est que dans Dominion, il y avait beaucoup de choix. Et surtout, le deck building était, à mon sens, extrêmement exigeant, parce que si on achetait mal, on se retrouvait avec trop de cartes action dans les mains et on ne pouvait pas les jouer. Alors je dis ça au passé comme si j'arrêtais de jouer à Dominion, alors que c'est faux, je continue à y jouer. J'ai même initié mon fils il y a peu de temps. Je vais me remettre au présent. L'autre chose qu'on trouve de très intéressante dans Dominion, c'est qu'il y avait un rythme à trouver. C'est-à-dire qu'il faut trouver des cartes action pour pouvoir accélérer notre deck, mais il faut trouver aussi des cartes or pour pouvoir acheter les cartes points de victoire. Et ces cartes points de victoire, il faut les acheter au bon moment. Si on les achète trop tôt, on ralentit notre deck. Si on achète trop tard, les autres ont tout acheté et on a perdu la partie. Donc c'était aussi un jeu qui demandait à s'adapter en permanence, à savoir, je suis repassé au passé, qui demande à s'adapter en permanence, où il faut toujours savoir où on est dans notre deck et où il va falloir toujours être très 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 attentif. Si jamais on joue mal à Dominion, on peut passer une très mauvaise partie avec des tours où on n'aura rien du tout dans les mains et ce sera assez affreux. Et donc je trouve ça assez intéressant de dire on est passé de ce truc hyper exigeant à un Star Realm qui est complètement popcorn, où certes on peut plus ou moins bien jouer à Star Realm, mais à Star Realm on aura rarement des tours où ça se passera mal. Ça se passera peut-être pas très bien, mais ça se passera pas mal, ça se passera toujours bien. Alors que Dominion, si jamais on n'y prend pas garde, on peut passer de très mauvaises parties. Tout ça pour dire que je trouve assez incroyable de cette mécanique où finalement le premier jeu à être sorti avec cette mécanique-là, c'est le meilleur du monde et on n'a jamais fait mieux depuis. Putain. Ça y est. Je me demandais si on allait finir par entendre une phrase pareille. Ouais, parce que je l'avais écrit dans le script et je savais que tu l'attendais. Non, je me suis dit peut-être que c'est bon, il va pas le dire, on va pas être obligé de. Est-ce que tu le penses vraiment? C'est Dominion le best et personne n'a fait mieux. C'est peut-être pas le jeu auquel qui me fait le plus envie de jouer. Et je crois que c'est quand même le meilleur jeu de deck building. T'as combien de boîtes? Alors j'en ai 4.
dont une que j'avais vu vraiment pas cher sur un marché en Allemagne, mais je pensais qu'il y avait moins de texte que ça en allemand, parce que je parle pas allemand. Donc 3. Donc, non, en fait, on peut la jouer quand même parce que justement, comme t'as que 10 cartes en fait à chaque partie, en vrai, t'as que 10 cartes à te rappeler ce qu'elles font, et c'est assez logique. Donc en fait, ça va. Moi, je comprends pas. En fait, c'est trop subjectif. On peut pas dire c'est le meilleur pour moi, sauf en assumant une certaine mauvaise foi, parce que. Absolument pas. Il l'a bien défendu, mais je trouve qu'il avait des arguments. Oui, il est hyper intéressant, il est hyper serré. En fait, et c'est vrai qu'il y a une notion de quintessence. Il y a une notion de quintessence puisque c'est du deck building pour le deck building dans tout son art. C'est-à-dire qu'en fait, tu construis ton deck progressivement et effectivement, tu dois gérer l'épure, la gestion de tes actions, de ta pioche et le bon moment pour faire de l'acquisition. Donc, il y a une notion de rythme de partie aussi. Après, personnellement, en tout cas, moi qui recherche de la thématique et de la finalité, en fait, il est très abstrait, Dominion, et des jeux comme Tyran de l'Ombre Terre, qui, je crois, pour moi, ce jeu-là est une tuerie. Et il y a des jeux qui ont réussi à faire qu'on ait l'exigence de deck building qu'on a dans Dominion, et qui ont fait le travail pour que ça soit serré et pertinent, et que ça te pousse un peu dans tes retranchements de joueurs en compétitif, tout en le mettant au service d'une certaine finalité. Je te rejoins effectivement je suis d'accord avec toi, le point faible de Dominion, c'est vraiment ce thème absolument absent et qu'on ressent pas du tout. Par contre, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est le premier à être arrivé et il a posé des codes dont on a du mal encore à se dépatouiller, et que il y a quand même beaucoup de mécaniques qui sont déjà là, quoi. C'est ce que je disais. L'épuration est là dès la première boîte. Dès la première boîte, c'est dit attends, il faut que j'ai un moyen d'enlever les cartes qui sont pas bien dans mon deck, quoi. Il y a déjà de l'interaction. Enfin, il y a assez peu de mécaniques de deck building que je n'ai pas vu dans Dominion. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et c'est là le tour de force que j'ai trouvé ça assez incroyable. Et ce qui est fou, c'est ce que c'en est devenu, quoi. C'est-à-dire que cette mécanique qui est arrivée, qui nous a proposé un jeu hyper exigeant, j'ai envie de dire quand même bravo à tous les autres auteurs qui sont passés à côté et qui ont fait justement ce travail-là de dire ok, votre truc super exigeant, je vais en faire quelque chose d'hyper fun. Parce qu'il y a ce côté-là aussi dans le deck building. Je suis hyper d'accord avec les discussions qu'on a eues avant. Il y a un côté très très fun dans le deck building, encore une fois, parce qu'on joue les super cartes et ainsi de suite, que l'on n'avait pas du tout au début. Alors après, des deck building, j'ai remarqué, j'avais voulu en faire une classification un petit peu au début de la chronique et je me suis rendu compte que c'était très difficile parce qu'il y a ceux où on va avoir vraiment purement des cartes et ceux où on va avoir un plateau, ceux où on va avoir une rivière et ceux où on va pas avoir de rivière, ceux qui sont coop et ceux qui sont pas coop, et on va avoir ceux qui sont, alors je l'avais mal écrit, ceux qui vont être popcorn, on va dire, et ceux qui vont être beaucoup plus exigeants. Les exigeants, c'est ceux qui vont dire bah, attends, tes cartes tu les joues pas comme tu veux, en fait il faut que tu remplis certaines conditions, et ceux qui vont vraiment être des fois je dis tu dégueules ta main, tu poses toute ta main et puis on voit ce qui se passe, et tu n'as pas de choix tellement sur quelle carte tu vas jouer, mais comment tu vas utiliser au mieux les cartes que tu as en main. Ce que je trouve un peu triste dans tout ça malgré tout, c'est que moi cette exigence elle m'avait beaucoup plu et je trouve que c'est dommage qu'elle ait un peu disparu. Justement, ces decks très fun, très marrants, parfois il manque un petit peu cette profondeur. Alors sans tomber sur les deck building feignants dont j'ai pu parler avant, je trouve que parfois on manque de cette construction-là. Et c'est pour ça que je voulais finir un peu cette chronique avant qu'on entame la discussion sur trois petites recommandations que je vais vous faire pour vous qui aimez les deck building mais qui aimez bien vous dire je vais un peu me casser la tête. Alors, le premier, c'est train ou train, je sais pas comment on dit. Alors, c'est facile, c'est Dominion, mais avec un plateau. C'est-à-dire qu'on va vraiment retrouver les mêmes contraintes de Dominion, mais on va devoir jouer sur un plateau où il faut construire des chemins de fer au Japon. Alors, c'est tout aussi moche, mais c'est vraiment très très bien. Il y a encore plus de gestion de l'épure à faire. En plus, on va choisir comment on se place sur le plateau. Enfin, c'est vraiment un petit bijou. Il y a un petit peu de thème aussi, quand même. Ouais. C'est le plateau aussi qui du coup amène cette interaction. Ouais, tout à fait. Et c'est là où je me permets de rebondir, mais là où il y a plein de deck building avec un plateau qui amènent des choses très très différentes. Ouais, tout à fait. Par exemple, je pourrais parler des jeux de Martin Wallace joue beaucoup avec le deck building, avec des mécaniques. Ça peut être Handful of Stars, ça peut être, j'ai oublié son nom, A Few Across Snow. Le point Wallace. On va avoir le point Wallace à chaque fois. On va avoir le point Wallace à chaque épisode. Désolé, il y aura le point Wallace.
Ah, ça me va. Hein. Comment ça s'appelle aussi? J'ai oublié. Ouais, Study in Study in Emerald. Emerald, Bien sûr, ouais. absolument génial. Ouais. Mythotopia, tu Excellent. voulais Il aussi. y avait Mythotopia aussi, mais Absolument génial. c'était un peu Study in Ouais. Emerald, ou alors qui n'est Ouais. pas de Wallace, mais les Tyrans de l'Ombre Terre, Ouais. qui créent en fait une interaction C'est très, ça. très forte. Mais c'est là où pour moi, il y a vraiment deux différences importantes dans le deck building. C'est est-ce que celui où le deck building, c'est vraiment le cœur du métier? Le cœur du métier. Le deck building, Voilà. c'est notre Est-ce que cœur le de product métier. owner a... La mécanique, le jeu où le deck building, ça va être le cœur du jeu. C'est-à-dire vraiment l'important, c'est d'avoir un bon deck. Et ceux où ça va être plutôt être le moteur pour faire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, Non, Tyran de l'Ombre Terre. Ou un peu Tyran les- l'ombre terre, exactement. Tyran, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à faire les deux. Oui, parce que le deck, Parce il qu'en compte. fait, à la fin, Tout tu à peux fait. les deux. Ouais. Tout à fait. Et même une petite méthode un petit peu innovante. Mais vas-y, t'avais ouais, dit tout à fait. 3 recommandations, Ouais, je c'est crois. ça, c'est Donc, ça. Train. Le deuxième, c'est Twisted Fable. Alors, celui-ci, il a un gros problème à l'entrée, c'est les illustrations qu'on pourrait qualifier de... Comment dire? Discutable. C'est du deck building. hein, C'est du Twisted deck Fable. building. Ouais, d'accord. Twisted Fable, c'est un deck building, c'est un jeu d'affrontement où on va jouer des personnages très asymétriques. Ça, c'est aussi un truc que j'adore dans le deck building, c'est avoir des départs asymétriques. Et là, donc, on va jouer des personnages de contes, alors des personnages féminins de contes de fées dans des versions légèrement / très sexualisées, c'est un petit peu le problème, mais qui vont se mettre sur la gueule et de façon surprenante. C'est Et ça, on aime, c'est ça. on aime bien se mettre sur la gueule. Là, voilà. Les illustrations sont vraiment discutables. Et là où c'est surprenant, c'est que justement, dans un thème comme ça, on s'attend à un jeu popcorn où on va dégueuler notre main et ainsi de suite. Pas du tout. Là, on a besoin d'équilibrer notre deck de façon encore plus pointue presque que Dominion, où on a encore plus de frustration d'avoir des mauvaises mains à des mauvais moments. Il est vraiment hyper exigeant. En plus, il rajoute de la symétrie. Vraiment, allez-y. C'est une petite, un de mes petits coups de cœur, ce jeu-là, que j'adore vraiment. Alors, vous remarquerez que les deux que je viens de citer ont cette particularité, c'est qu'ils ont des marchés. Les deck building qui vont avoir des rivières ont, j'ai l'impression, tendance à être un peu moins exigeants, mais à raison, parce qu'on ne peut pas être exigeant si les gens n'ont pas le choix des cartes qu'ils vont rajouter dans leur deck. Et c'est pour ça que j'aime un peu mieux ceux avec des marchés. Ouais, t'en parlais quand t'as donné l'exemple de Clank au début, et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, le deck building, c'est une mécanique où tout l'enjeu, c'est de contrôler les probabilités. C'est de contrôler le hasard. Et donc, en fait, on sait pertinemment aussi qu'il y a une course de vitesse avec les autres joueurs. Et donc, le but, c'est de rendre notre deck le plus efficace possible, plus rapidement, quel que soit le truc. De toute façon, on a toujours, quel que soit le jeu, on a toujours ça. Et du coup, les jeux à rivière, comme tu as un joueur qui peut acheter devant toi la carte qui t'intéresse qu'elle part, alors qu'un marché, tu as un certain nombre de cartes disponibles, tu peux rapidement te retrouver à être obligé d'acheter une carte sous-optimale parce qu'en fait, tu n'as plus le choix, mais que tu sais que si tu n'achètes rien, tu es dans la merde. Et du coup, on est dans des jeux qui sont un peu plus opportunistes que planificateurs. C'est ça. C'est là où j'aime bien ce que fait Shards of Infinity, c'est qu'il a une solution où tu peux payer pour acheter et jouer une carte et la retirer du jeu, au lieu de devoir la subir tout le temps. Ouais, ça, je trouve que c'est hyper tout à smart. fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Shards. Je trouve qu'il a trouvé il y a comme ça 4-5 trucs vraiment pointus où il est allé taper là où il fallait, et je trouve qu'il est vraiment très 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 bon. Je suis complètement d'accord avec toi sur Shards, mais même déjà de base, moi je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les deck building à rivière, parce qu'en fait c'est ce qui rajoute une dose de fun, là où certains jeux avec un marché. Bien sûr. Iron Hansen est un cas particulier, parce que je trouve que le marché est vachement important C'est coop. pour arriver en plus. à s'en sortir. C'est coop en plus. Et c'est coop, exactement. Mais j'aime bien en fait le fait de devoir m'adapter à ce que la rivière va me donner. Je suis d'accord. Bon, des fois, effectivement, comme le jeu est assez dynamique, des fois, effectivement, on peut se faire rouler dessus parce que les cartes viennent pas et l'adversaire... Et sur Shards, c'est pas forcément très grave parce que les parties sont pas trop longues. Je suis d'accord. La rivière rajoute effectivement ce côté fun et ce côté aléatoire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on ne cherche pas forcément la même chose dans les deck building, justement, en fonction de ce qu'ils proposent. Tu vas dire un truc, Thibaut? Ouais, en fait, tu as parlé d'Aeon's End, et en fait, juste pour le dire pour les gens qui connaissent pas, Aeon's End, c'est un jeu donc coopératif assez dur où tu joues des sorciers qui peut être assez dur, où tu joues des sorciers qui défendent un peu leur ville contre des monstres. Et en fait, il a une particularité, c'est qu'on a quand même un peu plus de contrôle sur un certain nombre de choses, puisqu'on remélange pas notre défausse, on le remet dans un ordre. Donc on fait un peu de planification sur dans quel ordre on va récupérer notre deck, dans une certaine mesure. Parce que... Ouais, moi j'ai trouvé que j'ai jamais réussi à planifier ce truc-là. Et justement, je trouve qu'ils l'ont refondu en Astronite, qui est concrètement une refonte. Et Astronite, ils sont passés du mode marché où chaque partie c'était 6 tas de cartes ou 8 tas de cartes.
9, sur Ion ok. Zen. Mais qui du coup tout est serré, quoi. Tout est serré, faut calculer avec Astronaut qui est avec une rivière. Donc, et en fait, je trouve que ça faisait du bien de donner ce petit souffle de fun. Il y a des jeux pour lesquels en fait c'est plaisant d'avoir un marché et Tout à d'autres fait. plaisant d'avoir une rivière. Tout à fait. et voilà, Ça dépend de quel côté on penche, quoi. Est-ce qu'on veut vraiment ce jeu, encore une fois, popcorn fun, on y va, il se passe des trucs, ou au contraire on veut optimiser. Et donc le troisième, c'est un truc qui est sorti récemment et qui moi a vraiment été un coup de cœur absolu, parce que je trouve que c'est un jeu qui réussit un coup de force terrible, c'est Mycelia. Donc Mycelia, c'est un jeu de deck building qui est incroyablement accessible. On peut y jouer, mon fils joue un peu plus que peut-être d'autres enfants, mais il y jouait à 7 ans et il s'éclatait, et moi en tant qu'adulte je m'éclate quand même, et ça reste un jeu d'optimisation de deck, parce que vraiment là il faut que chaque carte qu'on choisit est presque encore plus importante que dans d'autres jeux comme Dominion, parce qu'on a moins de cartes et que les cartes ne peuvent servir à rien dans certaines situations. Donc si jamais on prend mal nos cartes, si jamais on les joue mal, eh ben, ça peut très mal se passer. Donc c'est un jeu qui est à la fois hyper abordable, hyper sympa, hyper fun, assez joli, et si on a envie de se casser la tête, eh ben, on peut vraiment se casser la tête. Donc c'est vraiment un des coups de cœur récents. Moi, c'est un tour de force. D'ailleurs, il est ce dans jeu-là. les coups de cœur Ludovox. Tout à fait. c'est pas comme si j'avais fortement T'avais insisté. milité, mais on était Ouais, clairement. d'accord. Enfin, en tout cas, moi, j'étais d'accord. Et je vous en rajoute un quatrième, entre guillemets. En fait, je sais pas si je le recommande, ce jeu, parce que je sais toujours pas quoi en penser. C'est Imperium de David Turski, je sais pas comment on prononce. Imperium. Est-ce que c'est celui où il y a plein de factions, des boîtes Oui. avec des factions différentes? Ouais, il y a une troisième boîte qui va million de sortir. factions. Il y a 8 factions dans chaque boîte. Chaque faction est incroyablement asymétrique. C'est-à-dire que vraiment, faites gaffe à vos boîtes. On a écrit un petit article de Ludovox sur Ludovox là-dessus. Il y a juste un conseil dans cet article, c'est par quelle boîte il faut commencer. Je suis hyper emmerdé par ce jeu parce que je ne le comprends pas. Je ne sais pas comment il faut jouer. Je ne sais pas comment on est censé optimiser notre deck et qu'est-ce que le jeu attend de moi. Bah, surtout qu'il y a une partie qui est un peu scriptée avec la manière dont tu récupères et que tu débloques tes cartes, si je me trompe pas. Ça Ouais, dépend plus des ou factions, moins, ouais. mais ça dépend des factions, et tu t'es limité dans les cartes que tu joues. Enfin, c'est du David Turchi. Je suis complètement fasciné par ce bonhomme. C'est le mec qui est à l'opposé des joueurs des auteurs qui font des trucs efficaces. Lui, pour le coup, tout ce qu'il fait, c'est anti-efficace au possible. J'ai envie d'aimer ce jeu, mais j'ai l'impression que lui m'aime pas. Enfin, j'ai l'impression d'être pas assez intelligent pour ce jeu-là, mais en même temps, je le trouve absolument génial. Essayez pour voir et vous me direz. Bon, moi, je suis resté un peu Je suis le seul à la figé, rédac à avoir aimé. Ouais, je suis resté un peu figé devant ce On jeu. est resté un peu à la porte d'entrée, ouais. ouais. Mais peut-être qu'il fallait pousser, en fait. Hein. Mais je comprends qu'il laisse tout. Enfin, encore une fois, moi j'ai fait 10 parties, il me laisse encore sur le carreau. Hein. Je ne sais toujours pas Peut-être comment on pas. est censé bien jouer à ce jeu. Ah, je te jure, je ne sais pas comment on joue bien à ce jeu, vraiment. Donc on a eu peut-être 3 recommandations et une non-recommandation. Si, une border recommandation, un truc. Moi, en deck building, mais on en parlera peut-être dans les recommandations finales du podcast, mais il y a Slay the Spire qui, pour le coup, a une grosse licence et pas fainéante. Et d'ailleurs, ça va faire un peu l'objet de ma chronique, en fait. T'as vu la transition un peu, là? T'es tellement fort. On croirait qu'on a préparé ce podcast, dis donc. Moi, je voulais vous parler des bonnes adaptations de jeux vidéo en jeux de société. Ça existe? Et bien, justement, c'est la question qu'on se pose. Il y a un jingle. Ah putain, il y a un jingle. Est-ce qu'on peut filmer Chanouillette pendant qu'il y a les génériques ou pas? Ce n'est pas un podcast filmé. C'est dommage. Qu'est-ce qu'une la bonne radio, il adaptation? Oui, qu'est-ce qu'une bonne adaptation de jeux vidéo en jeu de société? Et c'est vrai que c'est souvent un commentaire qu'on peut lire sur... je pense à nos petits ludochrono. Des fois, il y a des commentaires comme ça de « Ah, c'est encore un jeu à licence de jeux vidéo, ça va être tout pourri. » L'idée, c'est pas juste... C'est moi qui les écris. L'idée ici, c'est pas juste de se demander est-ce que les jeux vidéo font des bons jeux de société, mais plutôt comment un jeu de société tiré d'un jeu vidéo parvient à retranscrire les sensations et les émotions du matériau d'origine. Et je vais me concentrer sur un style en particulier parce qu'en fait, il y en a des millions, des jeux de société tirés de jeux vidéo. Là, il y a Don't Starve, Dead Cell, Children of Morta, il y a Rayman, Tomb Raider, God of War, Diablo qui se préparent
pour des versions God plateau. of War, il y en avait déjà un, il me semble, non? Ouais, il y en a Ouais, déjà mais un. je crois qu'il y a Un deck building, je d'ailleurs. crois bien qu'il y en a un autre qui arrive. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu autant de jeux vidéo sur les tables. On a eu Dorf Romantique, Anno 1800, Borderlands, Worms, Skyrim, Assassin's Creed, Cyberpunk. Enfin, je vais pas tous les citer. Il y a même un corridor Pac-Man. Fun. Adapter un jeu vidéo devient donc une espèce de spécialisation de game design moderne, à mon sens, en tout cas ça devrait. Il y a des pièges à éviter, des points saillants auxquels on ne peut pas se soustraire. L'adaptation ne peut pas être une retranscription sans une interprétation de comment l'œuvre interagit avec son audience et dans quel but. Un peu comme l'adaptation d'un livre en film, il y a des solutions de facilité comme la voix off qui lit le texte original, solutions qui au final ne rendent pas hommage à l'œuvre d'origine en ignorant les forces de son propre média. On ne fait pas quelque chose qui est aussi bon que ce que ça pourrait être. Et il en va de même dans les adaptations de jeux de société. Et d'après mon expérience, coucou chaman, le ludiste qui craque chez son ludicaire pour une adaptation de jeu vidéo, il va souvent avoir l'acte d'achat considérablement dopé parce qu'il flash sur une IP qui lui vend du rêve, qui lui vend de l'aventure, qui lui rappelle un défi qu'il a aimé relever sur son écran. C'est vrai. En tout cas, si la licence fonctionne bien en tant que APO, à ce que les techniciens appellent les joies du cross-marketing, il ne reste pas moins que le jeu de société qui résulte de cette adaptation doit être à la hauteur s'il ne veut pas subir les flammes de l'enfer en passant par les 9 cercles de Dante dans les colonnes de BGG. Autrement dit, avoir la licence ne fait pas tout avec le jeu vidéo et c'est peut-être la petite différence avec les autres types de licences, je pense. Quand on adapte un livre en jeu de société, par exemple, on a d'autres prérequis, essentiellement thématiques, même si on peut toujours discuter du fait qu'une bonne adaptation ludique fera écho à la tension de l'arc narratif. Mais quand on adapte un jeu en jeu, les attentes sont forcément élevées en termes de sensations de jeu. Et c'est là où le challenge est particulièrement intéressant, parfois casse-gueule. Voilà, je vais prendre quelques exemples autour des roguelikes, ou plutôt des roguelites. On ne va pas rentrer dans le débat de ce que c'est que la différence. Même si, peut-être Thibaut, tu veux nous dire ? Il y a une différence. Ouais, il y a une différence, mais en fait, c'est parce que les roguelikes font référence à des jeux très anciens, Qui n'existent plus. qui n'existent plus vraiment, il y en a très peu, qui étaient des jeux infinis, dans lequel tout était permanent, tu vois, les permanent death, et presque c'est un jeu sans sauvegarde. C'est-à-dire qu'en fait, tu jouais, tu accumulais des trucs, et quand tu perdais, c'est comme quand tu avais acheté le jeu. Ah oui, ok, bah genre tous les jeux que tu avais sur console Mega Drive, sur NES, ou sur des trucs comme ça, quoi. Bah oui, il y avait quand même des sauvegardes, mais si tu veux, c'était juste, ils étaient conçus pour ça. Et en fait, là, on fait référence à des jeux de 80 ou 82. Ouais, j'ai eu une NES, il y avait des sauvegardes. Il y avait des sauvegardes avec des codes. Ah ouais, ok, d'accord. Mais on parlait de vieux jeux quand même, qui étaient globalement des jeux infinis, avec cette perte permanente de tout. Je vais vérifier tout à l'heure aussi à quoi ça faisait référence exactement. Où le challenge, c'était d'aller le plus loin possible. C'est ça. Ouais, genre Mario. Et aujourd'hui, on reproduit un infini. peu aussi ces challenges-là. Tu sais, les speedrunners et tout ça qui cherchent de plus en plus de challenges, ils reproduisent un petit peu aussi ces trucs-là. Enfin bref, et du coup, le roguelite, c'est plus des trucs qui sont arrivés plus tardivement, avec un système où on ne perdait que partiellement nos avantages, et soit on améliorait la possibilité, les options qu'on aurait lors des prochains runs, soit carrément comme des jeux, les Dark Souls et compagnie, ou carrément si tu avais des espèces de trucs qui servaient de checkpoint, tu pouvais, on va dire, banquer les trucs que tu avais accumulés, pour cela tu les perds plus. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, en gros, dans un roguelite, l'idée c'est qu'on essaie d'avancer le plus loin possible, mais on meurt en permanence et on apprend de nos erreurs et on recommence les mêmes séquences jusqu'à ce que mort s'en suive encore pour finalement y arriver. Et si on reprend le même concept et qu'on l'adapte en jeu de société, en mode premier degré, on va devoir trouver une solution à la question de la sauvegarde. Parce que dans un jeu vidéo, on peut s'arrêter quand on veut, on éteint, c'est terminé. On reprendra là où on était. Dans un jeu de société, il y a une phase de sauvegarde manuelle, d'install, de désinstall qui sont nettement plus pesantes. Le média est différent, il faut donc des solutions de game design adaptées à ces nécessités-là. Même chose quand on joue un roguelike ou un roguelite en jeu vidéo, c'est solo, alors qu'un jeu de société, vous connaissez la chanson, il y a société, tout ça. Donc comment on concilie roguelite et multijoueur ? Là, par exemple, prenons l'exemple de Dead Cell qui arrive chez Scorpion Masqué. Quand on joue, on va débloquer de nouveaux éléments, mais ils ne sont jamais liés à ton personnage. Ton personnage, à la fin d'un run, il meurt, il perd toutes ses amélios, il va recommencer tout nu, mais on gagne des éléments qui vont faire évoluer le jeu autour. Et je pense par exemple aux éléments qu'on va mettre dans des enveloppes transparentes qui sont sur le plateau. Donc en fait, c'est le jeu qui évolue, c'est pas toi. Donc tu peux très bien recommencer des runs indéfiniment et même avec d'autres joueurs, changer de copains, c'est tout à fait possible et ça encourage du coup à vraiment cette idée du retry, quoi. Dead Cell, il est vraiment pensé comme une espèce de legacy rejouable où on va pouvoir refaire à l'envie, toujours avec une petite amélioration. Et ça, je trouve que le côté, pour le coup,
retry est vraiment très bien rendu et bien pensé dans ce qu'ils ont fait chez Scorpion Masqué. Contre-exemple, Dark Souls chez Steamforge en 2017. Dans le jeu vidéo, on était récompensé quand on étudiait bien ses ennemis, on apprenait leurs failles pour les exploiter, on gagnait en compétences en tapant dans le dur. Et l'adaptation en jeu de société semble avoir surtout retenu l'idée du « c'est un jeu difficile où on peut mourir d'un coup ». Bon, je grossis un peu le trait, on a un système de combat où l'aléatoire vient nourrir la mortalité, ce qui n'est pas du tout l'essence du matériau de base. Même si, bien sûr, il y a des moments tactiques intéressants. Dans le Dark Souls de Steamforged, la chance dans le tirage et la chance dans le tirage des dés et des cartes peut rendre un combat complètement impossible ou super facile. Et du coup, ça ne rend pas vraiment hommage à l'essence du jeu vidéo qui, lui, était vraiment difficile pour aussi être très gratifiant. On dira, généralement, on dit exigeant dans le jeu vidéo pour ces jeux-là qui ne pardonnent pas, qui ne donnent pas droit à l'erreur, mais qui ne sont pas nécessairement... c'est pas le hasard, en fait, qui est censé te tuer, quoi. C'est est-ce que t'es bon ou pas. Ouais, c'est ça, c'est ton skill. C'est ton skill. Ou ton absence de skill plutôt, du coup. Ouais. Et je trouve que Bloodborne d'Eric Lang et Michael Shinall parvenaient à rendre plus fidèlement toute la technicité du combat du jeu vidéo. On peut mourir sur un mauvais coup, c'est punitif quand ça arrive car on perd tous nos échos, mais on peut tâcher de s'en prémunir en se gardant toujours une petite marge de manœuvre dans notre gestion de main qui correspond bien à l'énergie dans le jeu vidéo. On ne pouvait pas enchaîner les coups à qui mieux. On n'a pas de dés, la chance est réduite à sa portion congrue. Vous savez exactement combien de dégâts et à quelle vitesse vous allez frapper en utilisant le type d'attaque que vous avez choisi. Et vous savez exactement quelles actions aussi l'ennemi peut effectuer. Et la connaissance du coup qu'il va faire avance progressivement avec l'épuisement du deck de l'IA ennemi. Donc on n'est pas non plus dans un no-brain où il faut tuer tous les monstres sans réfléchir. Dans le jeu d'Eric Lang et Michael Shinall, il va falloir aussi s'échapper, éviter des monstres. Comme dans le jeu vidéo, les monstres tués respawnent régulièrement, donc il faut prendre ça en compte dans notre façon de jouer. Et les campagnes sont courtes, c'est 3 parties d'1 heure. Mais si vous perdez ne serait-ce qu'un seul chapitre, vous devez tout recommencer. Donc on n'est pas tant dans le retry comme de Dead Cell, mais on est plus dans le don't die. Si tu meurs, t'as les morts. C'est le cas de le dire. Et donc c'est une solution qui rend à la fois hommage aux jeux vidéo avec ce côté plus tu progresses, plus tu es sur le fil, attention, c'est exigeant, c'est punitif. Et en même temps, ça reste bien adapté aux médias, jeux de société. Une des particularités des jeux vidéo aussi, c'est qu'ils peuvent calculer des effets complexes. Et même si vous avez un super prof de maths à la table, vous ne pouvez pas deal. Dans Slay the Spire, par exemple, on pouvait craindre que pour adapter les effets que l'on peut avoir dans le jeu vidéo, un petit millier de jetons auraient été nécessaires à manipuler. Et ça aurait été une adaptation Prumdug, fidèlement précise et ultra lourdingue. Heureusement, les game designers se sont dit que le fun n'était pas là. Et ils ont réduit au minimum ce que d'aucuns appellent sur BGG le stress administratif. Tout ce qui est manipulation et comptabilité relou. Et la nulle en maths qui ne dort absolument pas en moi est soulagée. Les effets sont gérés par des règles toutes simples qui empêchent leur accumulation et permettent une lisibilité permanente. Par exemple, les jetons faiblesse et vulnérabilité s'annulent au lieu de partir dans des calculs de pourcentage. Effet collatéral de cette légèreté administrative, toute la partie sauvegarde, installe, désinstalle dont on parlait plus tôt est rendue rationnelle et fonctionnelle. Alors, il y a des fans qui regrettent certaines libertés prises dans cette simplification-là, mais à mon sens, ils ne mesurent pas toujours tout le pendant positif à côté. Ouais, c'est clair. Non, parce qu'en fait, il y a des trucs, quand tu connais bien le jeu, tu te rends compte qu'ils ont légèrement adapté la mécanique, même dans les passifs de base et le fonctionnement des personnages du jeu vidéo. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que s'ils avaient fait comme le jeu vidéo, ça aurait été un enfer. Ça aurait été une gestion des points de vie monstrueuse, parce que et là, ils ont géré ça au plus simple. Il y a quelques jetons. Simplifier des mécanismes tout en gardant l'esprit, et ça, c'est un joli travail. C'est ça. Les sensations sont conservées, mais on a simplifié. Et simplifier, c'est souvent ça qui se passe dans les adaptations. On peut simplifier, faire des tas de concessions, tant qu'on ne dénature pas les grands marqueurs du matériau d'origine. Qu'au final, au-delà d'une concordance, on trouve une congruence, mot officiel du bingo de Mathieu Riverox, avec la philosophie du design d'origine. Tout ça pour dire que quelquefois, le fait de devoir adapter un jeu vidéo, ça force les auteurs à trouver de nouvelles mécaniques, de nouvelles solutions. Et une adaptation, quand elle n'est pas fainéante, peut être un terrain fertile pour de nouvelles idées qui seront strictement et purement liées aux jeux de société pour le coup. Et c'est pour ça que malgré le fait qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent avec juste la licence sur la boîte et qui sont vraiment fainéantes, il y a quand même tout ce segment de la production que j'aime beaucoup suivre personnellement, parce qu'il y a, j'aurais pu parler de Frostpunk, j'aurais pu parler de Gears of War, mais je vous préférais rester sur les roguelites, mais il y a vraiment des choses super chouettes. Donc je veux plus voir de commentaires de gens qui disent que les jeux à licence c'est tout pourri. Et pour finir, je trouve que c'est assez fascinant d'observer comment les deux médias s'inspirent l'un et l'autre. Avec Slay the Spire, c'est rigolo quand même parce qu'on a une adaptation de jeu de société d'un jeu vidéo qui est basé sur une mécanique provenant du jeu de société.
avec le deck building. C'est comme Dwarf Romantic, qui a quand même un jeu de pose de tuiles. On peut le dire, c'est un jeu vidéo, mais c'est de la pose de tuiles. Donc quand on l'a revu arriver en jeu de société, c'était quand même un peu l'évidence. Et si on remonte aux sources des dungeon crawlers, c'est un retour permanent, un aller-retour permanent entre jeux vidéo et jeux de plateau, et bien sûr jeux de rôle aussi. Et ça remonte aux années 70. Du coup, pour conclure, je voudrais faire un petit tour de table pour vous demander à chacun de partager une adaptation qui vous a marqué, ou peut-être un auteur, que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs, comme vous voulez. Thomas ? Une adaptation de jeu vidéo. Hein. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Pas d'une série avec des robots. Non. C'est parti sur quoi là ? Battlestar Galactica. Ah, Meilleure adaptation en jeu vidéo, en jeu de société de la meilleure chose. c'est pas du des monde. robots, c'est des silons. Ouais, ils sont un peu robots. Bref. Alors, j'avoue que moi, j'en ai pas beaucoup parce que souvent, malgré tout, j'ai vu passer beaucoup de jeux où c'était vraiment on claque une mécanique, on met de la figurine et puis on fait un KS. Elle a dit ou en mal. Hein. Ouais, ou en mal. Oui. Mais j'ai les deux. Alors, je Ah. dirais comme ça, celui qui m'a le plus marqué en positif, c'est This War of Mine. Alors, j'ai pas joué aux jeux vidéo. C'est pas grave. Mais voilà, mais j'ai beaucoup aimé le jeu de plateau. En tout cas, de ce qu'on m'a décrit du jeu vidéo, j'ai retrouvé ces la sensations-là. philosophie Ouais, était complètement respectée. ouais, ouais. voilà, de ce qu'on m'en a décrit, j'ai retrouvé les mêmes sensations, donc ça m'avait pas mal marqué. À l'inverse, et ça reboucle un peu avec ma chronique, Alors, on fait du lien. le pire que j'ai vu, c'est probablement Street Fighter, le deck building. Je trouve ça abominable. Ok. Vraiment insupportable. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de rapprochement entre les deux, d'abord, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est Time Stories, qui était vraiment, pour le coup, dans cette mécanique de comment Console, ouais. de console et, Ouais, t'as raison, ouais, et surtout de Die and Retry à la base. Ah oui, c'est vrai. Les Oui. premiers étaient vraiment basés sur je fais un run et puis j'ai perdu puis je reviendrai. Ils ont arrêté Ouais. parce qu'en fait ils se sont rendus marchait compte pas. que je pense que c'était un peu bah, ça marchait très bien sur le premier, mais sur la suite je trouve que ça marchait plus. Ah, sur les deux premiers, c'était pas mal. Sur les deux premiers c'était bien, sur les C'était trois le truc là dans l'Égypte là où je trouvais que c'était un peu laborieux. Là, Peut-être. où- moi c'était la prophétie des dragons qui m'avait tué, où il y avait Ah oui, non. pas mais assez de ouais, prophéties, pardon. pas assez de dragons et beaucoup trop de dés. Quand même dommage. Donc ouais, il y avait ce truc là sur le Die and Retry, et il y avait aussi la tentative chez Yellow de la 8-bit Oui. Ouais. qui essayait d'adapter des jeux rétro. Pour le coup, je crois que ça n'avait pas très bien marché, mais il y en avait un qui était une adaptation de Le jeu course- Pac-Man. Ah non. Ah, parce que le jeu de course, il me semblait. Mais vas-y, ouais, vas-y. continue, C'était le jeu de Pac-Man. Pac-Man qui était plutôt chouette. Je me souviens plus du jeu du Pac-Man. Mais ouais. Il a pas, tu programmais en fait tes déplacements avec les deux manettes. Moi j'avais trouvé ça assez sympa. C'était pas révolutionnaire, mais ça restait sympa. Ce qui est intéressant, c'est pareil dans les allers-retours. Comme tu l'as dit, avec Slay the Spire, il fallait simplifier quand on met sur le plateau. Et c'est marrant parce qu'à l'inverse, on a tous ces jeux maintenant de cartes à collectionner virtuelles, Ouais. où justement, là, on a un truc qui fait des calculs pour nous, donc on peut faire des combos, des trucs, des machins qu'on pourrait pas faire sur du plateau. Et Il n'y a jamais des c'est robots assez du marrant. coup. Et il n'y a jamais Il n'y a d'erreur pas de de règle. fac sur BGG. Exactement. Et pour finir, pardon, j'ai pris la parole longtemps, je voulais indiquer un peu à tout le monde, je suis tombé sur une vidéo de Simon Dupastan qui parle des charlatans de Belcastel. Et comment dire, la position qu'il prend est assez originale, je trouve, et assez ambitieuse, où il dit que les charlatans de Belcastel, c'est un roguelite. Alors, je vais pas reprendre ses arguments parce que je suis pas sûr d'être d'accord avec lui, mais par contre, je les ai trouvés plutôt intéressants et c'était assez réfléchi, donc allez voir. Franchement, allez écouter ce qu'il dit, c'est intéressant. Moi, je sais pas du tout ce que c'est les charlatans de Belcastel. C'est quoi comme genre de jeu? C'est un jeu de backbuilding, voilà, où tu vas mettre des petites potions, puis tu vas des ingrédients dans ton sac, et puis tu vas piocher tes ingrédients. Quand les ingrédients que tu pioches vont te faire des bonus, et si t'en as trop, t'exploses, et puis tu... Tu veux dire un jeu de deck building en fait. Ah, mais en fait, c'est du die and retry. En fait, c'est pour ça qu'il dit ça, non? C'est pas le Ouais. côté die and retry. Enfin, c'est un Il y a le stop ou encore, en fait, en il y a gros. le côté Die and Retry, ouais. Bah, c'est stop ou Ouais, encore. Parce que tu dives vraiment. Et du coup, est-ce que les stops ou encore sont des die and retry? Alors encore une fois, je veux pas dénaturer ces arguments parce qu'encore une fois, on je ira voir la je vidéo. suis pas sûr avec tout, mais c'était intéressant. Le point de vue était vraiment intéressant, donc Merci. allez-y. À Tom, est-ce que toi tu joues à des jeux de société Ouais, plus- adaptés de jeux vidéo peut-être Alors moi, j'ai un peu de mal à trouver des jeux vidéo adaptés à un jeu de société qui me conviennent. Probablement à cause de ce que tu disais, appelé le stress administratif. Mhm. Vraiment, c'est le truc qui me fait fuir. Et pour moi, en fait, c'est deux médias qui m'offrent des choses différentes, avec des avantages pour l'un et pour l'autre. Du coup, ce que je vais chercher dans l'un, je ne vais pas le chercher dans l'autre. Ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est le côté immédiat ou la création d'univers.
Mais voilà, je suis conscient que c'est lié à mes goûts. Bref, j'avais envie un peu de retourner le truc. Et moi, perso, quand j'ai redécouvert le jeu de société, à l'époque, j'étais quand même plus dans le jeu vidéo. C'est un peu bizarre. Et c'est ma compagne qui m'a envoyé dans une asso. Et je connaissais rien du tout. Enfin, je connaissais pas beaucoup de jeux de société. J'étais plutôt sur les vieux jeux. Et j'avais vraiment un point de vue assez fermé, on va dire. Et en fait, on m'a fait découvrir Ghost Stories. Et Ghost Stories, en fait, pour moi, c'était le jeu qui faisait l'espèce de chaînon avec le jeu vidéo. Parce que finalement, il adapte les règles d'un jeu vidéo, mais dans un jeu de société. Le côté tower défense, la pression que le jeu te met, le jeu qui n'est pas ton ami, les ennemis qui se ruent sur nous en grappe, la sensation d'oppression et même d'une certaine façon la création et la construction de notre personnage avec des jetons et même plus tard avec des extensions qui peuvent carrément construire des objets pour upgrader notre personnage. Des épées, des boucliers, des bottes, etc. Nice. Ghost Stories, du coup, le jeu de vidéo. On attend. Faut demander à Boza de nous faire le jeu vidéo. Ou pas. Ah putain, je viens de penser à 2 autres jeux en fait. Ou alors, elle pourrait faire avec un thème Medfan, en fait, non? Non, non, ne faisons pas ça. Non, c'est bon. Ça a été... C'était dommage. Thibaut, chaman. Ouais, en fait, t'as soulevé un truc là en utilisant le mot Tower Defense. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser ce mot, j'aurais pu dire carrément autre chose là à ce micro. Et ensuite, tu as utilisé le mot Tower Defense. Putain, il a des boucles if le chaman dans sa tête. C'est clair. If someone says someone defense. While no one says Tower Defense, then default, exit ou break, je sais pas, explode. Et donc, en fait, t'as dit Tower Defense et là, t'as réveillé un truc. C'est que moi, en jeu vidéo, je suis un méga fan de Tower Defense. Je télécharge et je teste tous les Tower Defense gratuits, mobiles sur mon téléphone. J'ai jamais compris l'intérêt de ces jeux. 90%, ils sont pas bien. J'ai testé tous les Kingdom Rush. Et en fait, j'ai cherché à trouver un jeu qui modélise un Tower Defense de manière intelligente en jeu de société. J'ai testé tous les trucs. Edge of Tower. Edge of Tower, c'était bien. J'ai acheté les autres, la Storm the Castle, des vieux trucs. Et il y a le Kingdom Rush là, de Lucky Duck que je trouvais pas trop mal. Et j'ai même eu envie d'en faire un moi-même. En fait, j'avais commencé à faire un proto, tout ça, avant de me rendre compte que j'en étais pas capable. Et en fait, t'avais pas le temps surtout. Ça a complètement switché ce que j'aurais voulu dire. Mais là, tu t'as déclenché un truc là. Avec attends, je peux reprendre la main si tu veux alors. Ouais. Attends, j'ai pensé à deux trucs. Parce qu'après, sinon, j'ai un autre vrai truc à dire. D'accord. En fait, il y a un jeu qui m'avait un peu marqué. Il me semble que Lucky Duck, au début, j'ai l'impression qu'il faisait beaucoup d'adaptations de jeux de société. Ouais. Et il y avait un truc qui s'appelait Jetpack, je sais pas quoi là. Jetpack Joyride. Jetpack Joyride, qui était où on se déplaçait avec des tuiles et ça marchait assez bien. J'ai trouvé ça fun. Ça marchait bien. C'est dommage qu'on n'était pas sur le même plateau et que chacun était dans son coin, mais sinon c'était trop bien. C'est ça. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas un jeu qui a été adapté 1000 fois et on retrouve vraiment bien les sensations du jeu vidéo, mais il n'y en a aucun qui s'appelle comme ça? C'est Tetris. Est-ce que tous les jeux de pavage, c'est pas des Tetris quelque part? Alors pour toi, c'est quoi les jeux de pavage? C'est les jeux où t'as des formes, t'as une forme à remplir avec des tuiles juste avec des tétramino à poser, des tétramino ou une autre forme. Ouais. Et pour le coup, on est vraiment dans cette sensation-là en fait à chaque fois de comment j'optimise mon truc et tout. Tu viens de m'envoyer aussi sur Bubbly. Tu viens de m'envoyer sur Bubbly Pop aussi. Ah mais oui, bien sûr, Bubbly Pot, tout à fait. J'avais trouvé vraiment cool ça. Bon alors sinon normalement ce que j'aurais dit c'est que moi je suis un hyper gros fan de jeux vidéo, donc effectivement quand je rentre dans une boutique de jeux de société ou quand il y a des gens qui m'envoient des liens de Kickstarter ou autres financements participatifs, je suis assez hypé. Et j'ai de l'achat compulsif sur ce genre de truc. Donc même récemment, j'en ai testé un bon paquet. L'Arène des Brutas, là, le Borderlands, Slay the Spire, Dead Cells. Et en fait, on pourrait en dire plein de choses et continuer à enrichir les discussions sur ce truc-là. Il y en a qui ont été bien faits, d'autres moins bien faits. Slay the Spire, je vais en reparler à la fin, spoiler alert, parce que je l'ai vraiment adoré. Parce que tu nous en parles chaque jour, à chaque fois qu'on te parle. Ouais, ou de Dead Cells, mais plus récemment. Mais non, mais j'avais envie de dire un petit mot sur un truc aussi, c'est que il y a des adaptations de jeux vidéo qui n'existent pas vraiment. C'est-à-dire, en fait, je pensais à Julien Alain, qui a fait, par exemple, alors je me trompe toujours sur son nom, Gravity Superstar et Titan Race, je me trompe pas, c'est bien, on est d'accord. Ouais. Et en fait, on l'avait interviewé d'ailleurs, c'est que en fait, c'est un gars qui est hyper inspiré par, il nous disait, par les jeux vidéo, et en fait, qui fait des jeux de société qui sont inspirés du jeu vidéo. Quelque part, c'est des adaptations de trucs qui n'existent pas tout à fait exactement. Titan Race, c'est un espèce de jeu de course. Je vois bien, ouais. Et du coup, il le pense vraiment jeu de société parce que c'est un auteur de jeu de société, mais
il est très inspiré par les codes et par ce qu'amène le jeu vidéo. Donc voilà, si t'en restes espèce de Mario Kart avec des monstres. Gravity Superstar, c'est un truc où c'est un jeu de plateforme avec la gravité qui change, où on saute dans tous les sens. Ouais, bien sûr. Un peu matinée de Portal. Et voilà, moi, je voulais dire, évidemment qu'il y a des passerelles entre les jeux, et je trouve ça intéressant. Je trouve que Mario Kart, c'est typiquement le genre de jeu, j'ai l'impression, où il y a eu je ne sais combien de tentatives d'adapter ça en jeu de société, et j'ai l'impression que ça n'a jamais marché. Enfin, je crois que ça marchait jamais. Bah justement, Thunder Road Vendetta, c'est pas une espèce de Mario Kart. Je sais pas, j'ai pas joué. Bah si, et puis ça marche bien. C'est fun, c'est aussi fun que ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vendu pour jouer avec ma fille. Ouais, ok. Et ça marche bien. Ouais, non, mais si. Si, c'est rigolo. Je ne vais pas dire combien de parties j'ai joué. Astien lève les yeux au ciel, mais si. C'est ça, il y a des carambolages dans tous les sens, c'est ça qui est bon. Okay. Parce que le côté footrack et fun de Mario Kart, je trouve qu'il avait été tenté dans plein de trucs et à chaque fois c'était un peu... Et ça sera jamais aussi immédiat qu'un jeu vidéo, de toute façon. Donc savoir c'est quoi les forces du jeu de société et comment essayer d'être le plus proche possible d'une sensation un peu fun. Enfin, tu vois, faut aller les chercher ailleurs. Hein. Ah si, il y a eu Sonic aussi, il y a pas si longtemps, qui était pas mal pour le coup. En jeu de société ? Ouais, oui. Et qui était surprenamment fun. Je pensais pas, mais où en fait chaque joueur avait une équipe de 2 personnages. Tu avais une main de cartes qui correspondait à toutes les équipes, donc tu étais obligé de faire avancer les joueurs des autres. Mais donc, il fallait jouer en gros tes cartes pour essayer de les optimiser. C'est-à-dire, si tu es sur une carte avec des anneaux, tu fais x2 sur ta carte. Ou à l'inverse, essayer de jouer les cartes des autres au moment où ça les pénalisait le plus. C'était assez malin, en fait. C'est marrant, ça me fait penser au jeu, là, comment il s'appelle, le jeu de course de bagnole, où tu dois parier aussi sur les voitures qui vont arriver. C'était chez Yellow, c'est ça ? Oui, machin Force. Don't Force. C'est vrai. Don't Force. Ça me fait, ce que tu viens de me décrire, ça me fait penser à ça, avec un truc qui fait avancer tout le monde. Ouais, mais là, c'est vrai, là, faut quand même gagner la course. Là, t'as quand même le côté, faut gagner la course. C'était marrant. Franchement, ouais. Et bah ouais, moi, ça me fait bien envie. Et ben voilà, moi je voulais vous parler de jeux vidéo. Moi je pense qu'on en reparlera. À mon avis, c'est un sujet, on peut revenir dessus, notamment avec Shaman. Parce que là, il a eu Tower Defense, ça a complètement. On l'a perdu pour le reste du podcast. Là. C'est ça, on l'a perdu, mais je pense qu'il y a moyen d'y revenir. On va passer à la chronique d'Atom qui va nous parler de frustration. On a baissé en termes de transition là. Hein. Moi je trouvais que c'était bien. Oui, il a changé son jingle aussi. Pourquoi il n'y a que moi qui n'ai pas changé de jingle ? Pourquoi notre jingle on dirait qu'ils viennent des années 80 comme si on était tous nés dans les années 80 ? Oui, un hommage. Tu vas nous parler de la frustration. Oui, je vais vous parler de la frustration ludique en tant qu'élément de game design. Alors, je vais vous sortir une petite définition un peu savante. Selon le Larousse, priver quelqu'un d'un bien, c'est priver quelqu'un d'un bien, d'un avantage dont il croyait pouvoir disposer, qu'il pensait posséder. Cet incident l'a frustré d'une victoire méritée. Un avantage dont il croyait disposer, qu'il pensait posséder, comme la propriété privée en France par exemple. Ah, merci la Révolution de nous avoir offert cet incroyable avantage qu'est la propriété privée, alors seulement réservée à certaines élites. Tu le sens bien, Atom, toi, l'avantage incroyable dont tu disposes désormais de posséder ton petit morceau de pays bien à toi. Ah, mais t'es locataire, pas de bol, alors on aime ça, la frustration. Et hop, démonstration sur la frustration terminée, de rien. What the fuck. Désolé, j'ai fini. Alors, pour rester dans la définition, on a pour synonyme déposséder, dépouiller, léser, spolier. C'est pas vraiment cool la frustration. Alors, pour bien comprendre, une petite mise en situation. Nous sommes dans l'Allemagne du XVIe siècle. La vie est rude. Il nous faut construire notre maison, élever nos bestiaux que l'on va devoir parquer en construisant des barrières, procréer et faire grandir notre famille qu'on va devoir nourrir. Pour cela, nous avons peu d'actions. Il va donc falloir prendre les meilleures décisions. Par quoi vais-je commencer ? Bon je vais prendre ma hache et couper du bois façon Charles Ingalls, occupant l'espace. Que dis-je ? Bloquant l'espace pour les autres joueurs. Non, je vais pas pouvoir agrandir ma maison, mon enfant va mourir, je vais devoir manger mes agneaux à peine nés. Pourquoi tant de haine ? À travers cet exemple précis, vous voyez que l'on n'est pas soumis à la frustration de la même façon. L'Eurogamer que je suis aime bien jouer avec ce paramètre alors que le chaman pas vraiment. Ah, tu fais le malin, Atom, mais quand je viens de défoncer la gueule sur les tyrans de l'ombre-terre pour défendre la terre de mes ancêtres, tu rigoles moins. Quelle terre de tes ancêtres ? C'est chez moi, c'est toi qui m'attaques. Mais j'avoue que tu marques un point. Petit aparté en parlant de Agricola, le chaman a rédigé une thèse sur Agricola à l'université de Vladivostok-sur-Yvette dans le Michigan qui s'intitule
Pourquoi ne pas jouer à Agricola? Thèse qu'il vous partagera très bientôt. Mais revenons à nos moutons. Nous venons de voir que la frustration, c'est mal. Que ce soit dans une pose d'ouvrier bloquante ou dans un jeu d'affrontement où le joueur attaqué finit en pagne à contempler les ruines fumantes de sa civilisation. Oui, mais dans un des exemples, au moins, une des deux personnes impliquées a produit de l'amusement sincère et inaltérable. La frustration est un élément nécessaire. Que ce soit à travers les exemples ou les définitions, on peut dire que la frustration est une émotion négative, non? Pourtant, s'il n'y en avait pas, est-ce qu'on ne serait pas frustré? Frustré du manque de frustration? Alors si je reprends l'exemple de Agricola... Pardon, je crois que la fin de ta phrase a coupé, on n'entendait pas le dernier mot. Agricola. A Game of Thrones? Non, Agricola. A Few Acres of Snow? Non, Agricola. A Handful of Stars? Non, mais tu fais exprès. Tu peux pas lui couper son micro, Chanouillette? Si, ça y est. Chanouillette, non, mais Astien, oui. Ok. Bon, dans Underwater Cities de Vladimir Sushi, je suis à la tête d'une ville sous-marine que je vais devoir construire et étendre comme dans comme dans le jeu dont je ne dois pas prononcer le nom. Je dois prévoir de nourrir ma ville, et plus je l'agrandis, et plus j'ai besoin de kelp. Cette frustration est un élément important. Je dois arbitrer entre mes besoins immédiats pour agrandir ma ville et mes besoins en moyen ou long terme, et notamment la nourriture. C'est elle qui m'oblige à dévier de mon plan planifié, rondement mené. Le petit problème, c'est qu'en fin de partie, elle disparaît. On croule sous les ressources que l'on peut certes transformer en points de victoire avec des cartes objectifs, mais on perd ce sel, marin, désolé. J'ai l'impression que souvent, c'est ce qui arrive dans les jeux de sushi, comme dernièrement Évacuation, et c'est ce qui fait que ça ne me convient pas, mais je m'égare. Ce qui fait le C'est piment... un sushi. C'est un sushi. Oh, joli, je ne l'avais pas vu venir. Tu parles de sushi juste après avoir parlé d'un truc qui était dans la mer. C'est Oui, vraiment c'est- très beau. C'est plutôt que... Est-ce que Vladimir Sushi a fait exprès de faire Underwater Cities pour faire le jeu de mots? Je ne crois pas. On ne saura jamais. Ce qui fait le piment d'Unsolkin, c'est parce que tout ne tourne pas parfaitement rond. Ces foutus engrenages doivent être domptés et je dois toujours arbitrer entre attendre un tour de plus pour avoir une ressource supérieure ou me suffire de ce que j'ai maintenant. Si je fais la course avec Shaman sur Hit, le plaisir c'est de prendre le risque de cramer mon moteur pour rattraper Shaman. Quelle joie si ça passe et que je double Shaman dans le virage, mais la joie c'est que parfois aussi ça casse. Ouais, mais c'est pas réaliste, faut freiner dans les virages. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. On a aussi le même sentiment dans un jeu coopératif. On dit souvent que si on arrive au premier coup, c'est que le jeu est pas bon. Ghost Stories, il demande plusieurs parties avant d'y arriver. C'est ce qui rend la victoire justement belle. Just One, dans un autre genre, jeu d'ambiance, n'est drôle que parce qu'on ne comprend pas à tous les coups. Parce qu'il y a la possibilité de l'échec. Choisir et renoncer, c'est mon mantra. Cette absence de frustration peut même être une erreur de game design. Souvent, sur un jeu, on finit avec la petite sensation qu'il nous a manqué un tour, un point d'action, la carte qui n'est pas venue au bon moment. Et intérieurement, parce qu'on est quand même un peu bien élevé, hein, on râle. Pourtant, qu'est-ce qui se passe si cette frustration n'est pas là? Alors, je l'ai touché du doigt sur des jeux qui ont des tours de trop. Quoi de pire que de finir une partie en ayant réalisé tout ce que l'on souhaitait dans cette partie, justement? Dans ce cas, le jeu a tout donné et on le range. J'ai souvenir de Rise to Nobility où on s'est tous accordés pour dire que l'on arrêtait la partie tour 8, car on était dans une boucle répétitive inintéressante. Et mine de rien, l'éditeur en avait conscience, car le jeu avait une variante en 8 tours, et on aurait terminé, au lieu des 10 prévus dans la règle. Il n'a juste pas fait le bon choix. Il a préféré ce sentiment faussement positif de pouvoir tout accomplir. La frustration, c'est donc un élément important. C'est ce qui me pousse à faire mieux, à mieux optimiser à la prochaine session. Et sans elle, pas de rejouabilité. Elle va prendre différentes formes. Parfois, l'aléatoire va casser ma petite programmation. D'autres fois, c'est l'interaction entre les joueurs quand je prive un de mes adversaires de la victoire en leur chipant ce territoire appartenant à la terre de leurs ancêtres. C'est elle qui crée la tension qui fait que l'on reste accroché à notre siège. Bruno Catala en parle dans son blog Les mains dans le moteur. C'est même son épisode numéro 1. C'est dire si c'est important. Il emploie même le terme de carburant. Alors, sans frustration, il y a point de dilemme qui est l'élément important du jeu de société. Bien sûr, il faut que le game designer la dose finement. Trop, on ne s'amuse pas, mais pas assez, on s'ennuie. Il faut aussi qu'elle soit consentie. On ne sera pas la même dans un jeu expert où on accepte que de mauvais choix font que l'on ait l'impression de se faire rouler dessus, que dans un jeu familial où on s'accorde à dire qu'il faudrait que tout le monde s'amuse. Pour ma part, j'en ai besoin. Un jeu sans frustration correctement dosée, j'entends, je le trouve sans angle, trop lisse. Je ne ressens pas de satisfaction. C'est ce qui guide mes choix. Et quand j'analyse les jeux qui me plaisent ou les auteurs qui ont ma préférence, c'est clairement ceux qui jouent le mieux avec ce paramètre. Alors, on peut cependant constater que le game design a évolué dans le temps pour qu'elle soit moins fortement ressentie, ou qu'il y ait des mécaniques qui permettent de remettre tout le monde en selle. Le fameux catch-up. Mais ça, c'est une autre histoire. Ou peut-être pas en fait. On peut constater que les jeux d'aujourd'hui utilisent beaucoup de catch-up. C'est un mécanisme de rattrapage qui donne une compensation ou un avantage au dernier joueur pour qu'il ne soit pas largué. Alors c'est un peu comme si vous étiez pauvre et que l'on décidait qu'il fallait lisser les chances, donc on prenait un peu aux riches pour équilibrer. Qu'on redistribuait les terres à tout le monde, tu veux dire? Exactement. Les terres de nos ancêtres, évidemment. Oui. Évidemment. Qui d'autre?
S'il en revient au jeu, ça a quand même l'avantage de laisser les joueurs à la traîne concerner toute la partie. Comment on se motive si on sait que l'on a déjà perdu ? Dans un jeu familial, pas de problème. Je comprends cette notion d'égalité des chances pour éviter une trop forte frustration. Mais dans un jeu expert ou même initié, j'apprécie pas trop moi cette mécanique compensatoire. J'y vois un problème. La maîtrise du jeu n'est pas valorisée et la victoire peut être sans saveur. On se sent pas légitime si on gagne à un point. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Un brass ou un barrage ne pardonne pas les erreurs et ces erreurs justement nous font progresser et jouer mieux les fois suivantes. J'ai envie de finir pour vous. Quel est votre point de vue sur la frustration et est-ce que vous avez des exemples où vous l'avez subi trop fortement ou pas ? Je suis sûre que Thomas il va nous parler de My City, non ? Sur le catch-up. Sur le côté catch-up. J'y avais pas pensé, mais ouais, effectivement, My City, c'est un bon exemple. Comment t'as râlé à l'époque ? Ah, mais je râle toujours. Hein. où My City, le catch-up m'avait paru tellement important que j'avais trop gagné au début. Et le catch-up qu'il y avait sur la fin donnait tellement de bonus que j'avais l'impression de me dire, mais en fait, les dernières parties, je ne peux rien faire parce que trop de bonus qui ont été cumulés. T'étais trop bon. Voilà. Attends, parce que du coup, moi, j'ai un peu du mal à saisir. J'ai bien perçu ce que tu disais, ça faisait du sens sur cette notion de catch-up, mais j'ai pas compris en quoi c'était la même chose que de la frustration. Et la gestion de la frustration. Ça permet d'enlever de la frustration. Ça permet d'enlever de la frustration quand tu rates. Ceux qui sont derrière, qui ont moins de points, qui se sentent largués, y a un sentiment de rattrapage. Et c'est d'autant plus important en fait dans un jeu qui se veut Legacy. Ouais. Parce que si à la limite vous jouez 40 minutes et que au bout de 20 minutes vous avez perdu, c'est plus que 20 minutes. Mais si vous jouez sur 12 ou 24 parties... C'est pour ça que j'ai plus de mal avec les jeux Legacy, justement. Les jeux Legacy compétitifs, oui, c'est à ce problème permanent. Ouais, parce que qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? D'équilibrage. Ouais, mais quel choix tu fais ? Parce que soit tu mets du catch-up qui permet effectivement à tout le monde de rattraper, mais va équilibrer pour que justement tu tombes pas dans cet effet. Soit tu le mets pas, mais dans ce cas-là, quelqu'un qui a... Parce que le but du Legacy, c'est quand même que tu t'engranges des bonus. Et typiquement... Ou les jeux à campagne, d'ailleurs, sans aller jusqu'au Legacy. Oui, bien sûr. Mais compétitif. Bien sûr, tout à fait, les jeux à campagne, je suis d'accord. Typiquement, sur Size, la campagne qu'on avait fait, il me semble que on n'est pas allé au bout, mais à un moment donné, on était 2 joueurs à avoir gagné un peu les premières parties et avoir tellement de bonus que bon courage pour les autres pour les parties d'après, quoi. Après, encore une fois, je trouve qu'on en revient au truc qui n'était pas au départ le cœur du sujet, qui est la frustration, qui est le dosage de la frustration. Et c'est intéressant de voir que tout le monde n'a pas la même attente en termes de frustration. Je vois que Cyril, lui, il est sur des jeux qui sont moins macam parce qu'il aime bien quand il y a une tension forte voilà. Parce qu'en fait, c'est une manière de gérer la valorisation des choix. Parce qu'un jeu, c'est qu'une série de choix. Un bon jeu, oui. Et non, juste un jeu, c'est une série de choix. Après, un bon jeu, c'est comment tu valorises les choix que tu fais, que les choix ne sont pas complètement scriptés et qu'ils ne sont pas tous pareils. Effectivement, quand il parlait du 1 point de différence, tout ça, on peut en discuter. Et je crois qu'il y a plusieurs types de valorisation des choix. Tu as la valorisation du choix positif et tu as la valorisation du choix négatif. C'est-à-dire que la valorisation du choix négatif, le choix il est hyper contraint, c'est hyper risqué. Et ça, c'est ça pour moi la frustration, quoi. J'ai un choix, il est dispo maintenant, mais c'est pas sûr qu'il soit dispo après. Et si je le prends maintenant, c'est peut-être pas optimal, mais en même temps, si je le prends pas et qu'un autre le prend, je suis tellement dans la merde. Et ça, c'est la contrainte négative. Et c'est pour moi la définition de la frustration. Voilà. Alors que la valorisation positive de tes choix, c'est juste d'essayer de créer, de prendre le truc qui est le plus optimal, qui va te plus le récompenser au lieu de plus te punir. Ouais, je pense que dans tous les cas, le truc de la frustration, c'est ce que tu disais sur le fait de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, en fait. Il y a des jeux, on peut parler on parlait des deck building tout à l'heure avec les deck building à Rivière. Il y a certains jeux où le hasard fait que tout roule. Et tu vas faire des parties, tu vas faire des scores de dingue. Est-ce que c'est les meilleures parties ? Alors ouais, sur le coup, t'es content, t'es en mode, mais finalement, quand tu fais le bilan, tu fais, en fait, j'ai juste eu exactement ce dont j'avais besoin au bon moment. Parfois, c'est parce que t'as bien joué aussi, hein, mais parfois, c'est juste, les astres se sont alignés et c'est pas forcément... Alors, est-ce que t'as déjà joué à Talisman ? Je n'ai jamais joué à Talisman, non. À Tales of the Arabian Nights. Je suis pas sûr de vouloir y jouer, effectivement. Mais par contre, là où tu parlais de frustration tout à l'heure sur les fins de partie, moi je trouve que c'est effectivement un truc qui est hyper important et qui est un élément central de game design. J'ai 2 contre-exemples un peu là-dessus. Le premier, c'est Dice Forge, qui pour moi est vraiment raté de ce point de vue-là. J'ai l'impression que chacune de mes parties de Dice Forge, le dernier tour, voire même les 2 derniers tours, en fait, il n'y a plus rien à acheter, il n'y a
presque plus rien à faire. On est au top de notre puissance et on fait plus rien. Et du coup, ça tourne à vide. Ouais, c'est ça. Alors qu'à l'inverse, Il n'y avait que ça. ouais. Pardon. Non, moi j'aime bien. À part ça, j'aime Ouais. bien Dice Forge. J'aime beaucoup. Mais ces deux tours ratent. À l'inverse, si je pense à Race for the Galaxy ou à Paper Tales, pour moi, c'est deux jeux qui savent s'arrêter au moment où tu commences à être fort. Et c'est le moment où tu commences à être fort où on s'arrête et le jeu sait s'arrêter parce qu'en fait, à ce moment-là, normalement, le gagnant a déjà gagné. Si on continue, il va faire que creuser son écart et ce sera pas très intéressant. Mais en s'arrêtant là, t'es quand même frustré, t'es en mode j'ai pas fait tout ce que je voulais, je veux recommencer. Et typiquement sur Paper Tales, j'ai une copine qui joue pas en 4 manches mais en 6. Et on l'a joué en 6 et moi je trouvais ça vraiment moins bien parce que justement, on avait enlevé ce truc-là et à la fin de la partie, c'est en mode bah ok, j'ai fini ma partie. Non, il faut pas que t'aies fini. Si t'as un truc à construire, tu dois pas aller au bout. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que ça, on ne peut que le comprendre à travers des mauvais exemples. C'est-à-dire qu'avant que je tombe sur Rise to Nobility, il y avait ce genre de jeu où tu te dis il m'a manqué un tour, il m'a manqué une manche pour arriver à faire ce que je voulais. Et donc tu te dis j'ai une frustration, mais tu te rends pas compte en fait de si tu avais eu ce tour en plus. Et l'exemple que j'ai pris de Rise to Nobility, en fait il m'a donné ça. Il m'a dit tiens, très bien, même tu as encore du temps pour aller développer quelque chose, mais j'ai juste plus envie en fait. Et c'est là où c'est rigolo parce que c'est vraiment ce jeu et d'autres jeux mais qui ont montré que c'est bien d'arriver à resserrer le jeu pour que justement tu sois dans cette tension parfaite. Pour le coup, la frustration de Agricola que tu supportes pas, Shaman, c'est même pas ça. Enfin, c'est plus l'aspect, tu veux faire quelque chose, le jeu le permet, mais parce que quelqu'un d'autre le fait, toi, tu peux pas le faire. C'est la pose d'ouvrier bloquante. En fait, t'aimes pas qu'on t'embête. Pourtant, je sais qu'il aime ça dans les jeux Ameritrash où on s'embête beaucoup. Cette interaction-là, elle t'irrite au plus haut point. Oui, parce qu'en fait, il a dit un truc intéressant tout à l'heure, Thomas. Ça lui arrive. Ça m'arrive. Ouais, mais j'essaye de me rappeler parce qu'il a dit beaucoup de choses, mais il y avait surtout celle-là qui était Il y a quand même intéressante. beaucoup de merde dans le lot. Alors, on va essayer de retrouver la perle. Non, t'as dit un truc sur la frustration qui était que c'était le fait de pouvoir faire plus de choses, je crois, un truc comme ça. C'est toujours lié au sentiment que t'as pas pu tout faire. T'as pas pu faire t'as pas pu faire au mieux. Enfin, t'as pas pu avoir la partie parfaite. T'as pas pu aller au bout de ce que tu voulais faire. T'as pas pu avoir la carte parfaite. T'as pas pu avoir la position parfaite. Non, mais juste sans aller jusque là, la frustration nécessaire dans le jeu, celle qui valorise ton choix aussi, et tu l'as dit, c'était le fait qu'on peut pas tout faire. On pourra pas tout faire. Et ça, c'est un moteur intéressant dans les jeux. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des jeux, leur moteur de frustration, et je trouve que c'est le cas dans le jeu dont on ne doit pas prononcer le nom, c'est que c'est pas qu'on pourra pas tout faire et qu'on peut pas plus faire ou quoi, c'est qu'on peut pas faire. Et en fait, quand on en arrive au point où on peut pas faire, c'est pas que les choses que tu vas faire, c'est que tu vas pas plus faire ou pas optimiser, c'est que juste tu vas pas faire. Et parfois, c'est dramatique de pas pouvoir faire maintenant parce que ça peut durer longtemps de pas pouvoir faire. Et ça, c'est la frustration que j'aime pas. Et Caverna, alors qu'à la base, on est sur la même base, le même moteur, tout ça, il est pas comme ça parce qu'en fait, il y a plusieurs chemins pour obtenir les mêmes choses, il y a des variantes, et on est juste en train de discuter de l'optimisation et qu'est-ce qui serait l'action optimale et celle qui est sous-optimale, pas juste celle que tu peux et tu peux pas faire. Tu peux trouver des chemins alternatifs et ça change tout parce que ça fait que ça te largue pas derrière en mode va te faire foutre quoi. T'auras pas ce que tu veux et tu vas passer une partie horrible. Après les bons joueurs ils savent peut-être que quand on peut pas faire le four à pain faut faire autre chose mais moi quand je veux le four à pain je veux le four à pain c'est tout. En fait est-ce qu'on peut pas dire que finalement la frustration elle est bonne quand elle te permet de faire des choses mais pas d'aller au bout de ce que tu veux et elle sera pas bonne si justement elle t'empêche de faire quoi que ce soit en fait. Parce qu'il y a aussi tous ces jeux tout à l'heure on a parlé de Clank sur le deck building. Ouais, tu peux rien Clank, faire, le tour où ta main ne te sert à rien et en plus c'était la surtout main si où t'as pas de bol et c'était la main où t'avais ta carte hyper forte. Non, il n'y a pas de suite. non, mais c'était clair. En fait, c'était clair. Ça vient sanctionner un choix que tu as fait alors que c'est pas juste. Parce qu'en fait, c'était un choix qui aurait pu à n'importe quel autre moment être valide, être intéressant. Mais pas de bol, c'est pas le bon moment là. Et ça passe pas. Et du coup, c'est vrai que c'est frustrant. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Il y a ces cas précis où tu as limite envie de tricher. Parce que tu te sens un peu puni en fait. What? Ouais, t'as vu? Ouais. Non, mais c'est le cas où tu te dis pourquoi quoi? Pourquoi moi? Tu rates en fait ce que tu voulais faire, tu n'y peux rien.
Ouais, c'est comme dans les coopératrices. Hein. Quand tu as un lancer de dés et que tu sais que le seul truc qu'il faut pas faire, c'est un 1 et tu le lances, il tombe un peu de travers et tu fais 1, tu le relances, il fait 1, il fait 1, il fait 1, encore une fois, tu te dis, c'est pas Je crois que ta dernière partie de Eclipse, c'était un grand moment de frustration aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi qui s'est passé? Il y a un truc qui s'est pas très bien passé, mais... Je sais plus. C'est-à-dire que moi, j'étais pas là, mais j'ai deviné ça aussi, en fait. Hein. Je sais plus exactement, mais il me semble quand même que t'avais gagné quand même la partie, donc au final, c'est Non, mais moi, je me souviens d'un truc où, je sais pas, je lance une pelletée de dés, ils font tous des 1, c'était hallucinant. pas des 1, mais oui. La frustration du dé, du coup, pour un Ameritrasher, on en parle ou pas? C'est clair. Bah, ça Ouais, mais arrive. c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur le hasard entrant et le hasard sortant. C'est le hasard entrant, bah, j'ai des choix au début qui sont. Attention, c'était pas dans cet épisode-là. Ah, c'était pas dans cet épisode-là. Pardon. Ouais, donc il y a un autre épisode que peut-être un jour vous entendrez ou pas, où Atom nous parlait du hasard entrant et du hasard sortant. Et c'est vrai qu'il génère pas la même frustration. Le hasard entrant, c'est bah voilà, les choix que tu vas avoir à faire sont déterminés par le hasard. Et donc c'est toi qui vas choisir en fonction de ça quelles sont les actions que tu vas faire. Alors que le hasard sortant, c'est j'ai choisi des actions et c'est le hasard qui va me dire si elles payent ou pas. Et je trouve que c'est celui-là qui est le plus dangereux en termes de frustration parce que autant que bah voilà, j'ai pas de chance, il faut que je choisisse entre deux trucs pas cool, mais j'ai quand même quelque chose à faire. Je peux agir sur ce hasard et je peux gérer cette frustration-là. Alors que effectivement, comme dans tous les jeux où tu jettes un jet de dés et ça rate, bon bah. Ouais, typiquement, effectivement, c'est les jeux de dés où tu lances les dés et ça rate, ou alors c'est les résultats des dés sont connus et tu t'adaptes avec ça. Exactement. Bon, après, quand il s'agit des lancers de dés et du hasard, en fait, t'es en train d'y jouer, t'as accepté. Je trouve que c'est pas la même frustration que celle qui t'a été imposée de manière absolue et certaine. Ouais, pour jouer et de manière répétée à des jeux qui s'appuient sur des lancers de dés ou des tirages de cartes aléatoires, faut quand même accepter que tu es dans la main du destin. Quoi. Bien sûr. Mais c'est comme tout, en fait. Ça va être quelque part, ça va être leur nombre. C'est-à-dire que c'est pas grave si tu rajoutes. Si t'as fait 10 jets de dés et que t'en as raté un, c'est pas grave. Si y a un seul jet de dés qui change la partie, bon. Ah ouais, non, mais là, complètement en phase. Ouais. Là, par exemple, en Eurogame, il y avait l'âge de pierre qui était assez frustrant de ce côté-là. Parce que tu lançais les dés et t'appliquais, tu récupérais autant de ressources en fonction de la valeur de ces dés. Et tu pouvais envoyer plusieurs petits bonhommes en te disant je vais lancer 4 dés, mais si tu fais 4-1, tu ramènes pas grand-chose, quoi. Sans transition, on va revenir aux origines de Ludovox avec Shaman. Pourquoi lui il a un jingle classe? On dirait que c'est lui qui les a choisis, quoi. C'est possible. Je suis chaman, je suis un gros bourrin, ouais. Du bruit, on va casser des trucs sur la terre de mes ancêtres. Ça me fait plaisir. Alors donc voilà, on va revenir sur les origines de Ludovox, donc avec ma chronique intitulée « Pourquoi il ne faut pas jouer à Agricola ?» Note de la rédaction. Après diverses vérifications des faits énoncés dans cet article, vérifications auxquelles nous sommes tenus par l'exigence journalistique d'exactitude et de véracité, il nous apparaît qu'aucun élément évoqué ne pourrait être confirmé par des faits. Nous avons confronté l'auteur de l'article qui nous a indiqué tout d'abord « Je fais valoir mon droit de réponse ». Puis après que nous lui ayons expliqué que ça ne fonctionnait pas de cette manière, il nous a rétorqué « Moi je trouve que c'est assez crédible quand même ». Et nous publions ce texte dans la catégorie fanfiction d'un auteur peu au fait des notions d'objectivité, de véracité et d'impartialité. Merci. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais aborder le sujet aujourd'hui. Nous allons partager l'expérience réelle d'une personne imaginaire pour mieux comprendre la thèse dont je me fais l'avocat devant vous aujourd'hui. Et qui n'engage que son auteur. Merci. Michel est comptable à Pyongyang, Corée du Nord, dans une petite ferme collective. Il y travaille depuis 6 ans et s'est retrouvé ici car il avait mal compris le courrier de relocalisation envoyé par les ressources humaines pendant ce plan social si dévastateur qui frappa son entreprise en 2001. Il va s'étioler pendant les 6 années que seront sa vie dans ce pays dont il ne connaissait rien, loin de ses collègues et de ses macros Excel préférés sur son poste Civelos ou Windows 98. Mais c'est en 2007 qu'il va avoir sa plus grande révélation lorsqu'un collègue avec des contacts au sud lui apporte une boîte en carton au graphisme jaunâtre terriblement daté, même ici en Corée du Nord, estampillé sobrement « Agricola ». Michel ne comprend pas ce qu'il contemple. L'autre lui explique alors qu'on appelle ça un jeu de société en Occident et que cela procurerait de l'amusement. Cela lui rappelle de lointains souvenirs. Ils savent qu'ils ont entre les mains quelque chose de dangereux, subversif,
Quelque chose qui pourrait provoquer un raz-de-marée incontrôlable et déstabiliser une vision de société collectiviste et productiviste dans ses fondements mêmes. Le soir même, il décide de se retrouver en secret pour ouvrir la boîte et en découvrir le contenu. À la lueur d'une lampe à pétrole à la flamme vacillante, le couvercle de carton glisse, dans un souffle qui leur semble à la fois un brin inconvenant et d'un vacarme assourdissant. Après quelques instants interdits, ils explorent son contenu. À l'intérieur, pas de surprise, tout semble avoir le même aspect daté et vieillot qu'à l'extérieur. Ils sortent de morceaux de papier, de carton et de bois aux formes malhabiles qui semblent participer à l'expérience promise. Malheureusement, ils découvrent que l'amusement, tant attendu, a un prix. Une sorte de livret d'une 20aine de pages jaunâtres, pourtant neuves, et mal organisé, semble indiquer le mode opératoire pour atteindre la félicité. Michel s'inquiète. Le tribut pour atteindre l'amusement tant souhaité semble élevé. Décidé à connaître cet amusement subversif et à pouvoir s'abandonner au plaisir du jeu libre et sans enjeu réel, Michel et son ami s'attellent pendant de nombreux mois au déchiffrage de ce qu'ils savent désormais s'appeler la règle du jeu. Au terme de cette lecture, ils sont désemparés. La dialectique, la rhétorique sont les mêmes que celles de leur gouvernement. Les objectifs ne semblent être qu'une compétition à la rentabilité contrainte. Lui qui avait étudié Adam Smith, il ne comprend plus. Est-ce là le produit d'une société juste et équitable ? Le jeu se borne-t-il à reproduire des travers dont les conséquences sont pourtant visibles de tous, nourrir la bête insatiable de l'égoïsme et simuler la guerre de tous contre tous de Hobbes transposée à l'échelle de la gestion d'une petite exploitation agricole ? S'agit-il d'une propagande néolibérale maquillée en jeu innocent ou simplement d'une coïncidence malheureuse et d'une tentative maladroite de produire de l'amusement par une personne dont l'esprit aurait été irrémédiablement perverti par des siècles d'histoire, de domination occidentale menant à une recherche absurde de compétitivité productiviste ? La partie qui s'ensuit est une descente aux enfers, loin de l'épiphanie tant espérée. Les enjeux sont omniprésents. Il ressent de la colère pour son ami et une frustration terrible chaque fois qu'il ne peut faire l'action qui lui était promise dans le livret de règles. Le maillet n'est jamais disponible pour construire ses foutues clôtures. Michel sent la bile au fond de sa gorge, la désillusion est totale. Ce n'est pas amusant du tout. Il n'y tient plus. Une résolution le traverse comme un éclair. Il renverse la table, vide un jerrycan de pétrole pour lampe sur les composants de jeu épars et enflamme le tout. Dans un dernier accès de folie, son ami le saisit à la gorge et lui hurle qu'il était sur le point de pouvoir s'acheter un four à pain, avant de réaliser, hébété, que Michel vient de sauver son âme. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre et pleurent toutes les larmes de leur corps. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Les sanglots attirent l'attention d'un gardien de la Révolution qui aperçoit le jeu en flammes et comprend la situation en un instant. Il les abat alors tous les deux dans un acte de clémence. Note de la rédaction, éléments incohérents narrativement, mauvaise époque et pays. L'auteur fait référence aux milices communistes lors de la révolution culturelle chinoise qui n'a aucun rapport avec l'histoire rapportée. Ah, si seulement cet ami lui avait amené une boîte de Unsettled ou The Spirit Island, tout aurait été si différent. Ces jeux n'existaient pas en 2007, mais l'auteur n'est probablement pas à une incohérence près. Des années plus tard, Michel repense encore avec douleur à cet événement traumatique. Tout ça n'a aucun sens. Michel a été abattu dans un paragraphe précédent, je vous rappelle. Donc Michel, miraculeusement en vie mais profondément marqué, trouve finalement un moyen de rentrer en France. Il décide de changer de nom. Le chemin est désormais clair pour lui. Il fonde un site de presse indépendant spécialisé dans les jeux de société pour alerter le grand public sur les dangers de certains jeux, véhiculant une propagande productiviste et l'idée d'une frustration inéluctable masquée sous des atours de l'amusement. Qu'il s'agisse de Puerto Rico, de Solkin, Agricola ou encore Caverna, bon, même si celui-là en fait il y a des nains dedans donc ça va, tous ces jeux sont dangereux, ou presque. Leur seul objectif est de nous maintenir dans une perspective productiviste et de nous faire accepter la frustration et les contraintes comme un chemin naturel vers un amusement illusoire. Comme vous l'avez compris, à quelques détails près, ce récit est très autobiographique, bien que la pudeur m'empêchait de le dévoiler de but en blanc. Mais il fallait que je partage au plus grand nombre cette expérience traumatique pour pouvoir avancer sur le chemin de la résilience. A-t-on vraiment besoin d'arguments supplémentaires devant un récit si édifiant ? Maintenant, rejoignez la lutte et à vous de jouer. Là, il manque un petit chant révolutionnaire coréen. La 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 la. Alors en fait, je suis allé le chercher et j'ai regardé et en fait, c'est quand même Ça fait peur. C'est une reprise de l'hymne russe, donc je trouvais que c'était pas très adapté actuellement. Ah oui, d'accord, oui. Tu m'étonnes. Parce que tu trouvais ça adapté, là.
Il n'y a aucune Et limite. non, mais en vrai, moi je trouvais hyper intéressant, outre le fait que c'était drôle Et autobiographique. et autobiographique, bien sûr. C'est vrai que tu nous parles souvent de tes années en Asie, on savait pas où tu étais. Pyongyang, de tout ça, c'est Voilà. c'est vieux. Non, mais le fait que mine de rien, on a tellement de jeux aujourd'hui qui effectivement nous font reproduire des logiques de production capitalistes et d'optimisation qu'on les voit même plus, et c'est hyper intéressant. Moi, ça m'a amusé de le mettre en forme comme ça, mais en fait, il y a un fond que je pense vraiment, en fait. Tout autant que quand je parle de suspension d'incrédulité, mais après, je suis éminemment conscient que c'est une pas le vision bon mot. personnelle. Bah, Si, la suspension d'incrédulité. Oui, parce que j'ai du mal à dire des mots maintenant, c'est ça. Non, je crois pas. Non, je pense que c'est pas exactement ça. Hein. Il y a des La fois- suspension de l'incrédulité. Non, mais c'est pas ça. Mais pour moi, c'est pas le bon concept. Pour moi, c'est pas ça. C'est plus l'immersion que tu veux plus que de la suspension. Pour moi, la suspension d'incrédulité, c'est quand il se passe un truc qui normalement ne devrait pas arriver. Typiquement, dans ton exemple, quand les poissons qui parlent, on accepte que des poissons qui parlent, mais c'est pas ça qui nous immerge. Attends, c'est parce que référence ça, à un c'est- autre épisode. Oui, on fait Ce que je voulais ouais, dire, on c'est fait que épisode c'est qu'en fait, Seption. c'est comme ce que j'ai dit la dernière fois, ce que je dis aujourd'hui, c'est une autre facette de comment, Tu apprécies le jeu. voilà, de comment j'apprécie le jeu. Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, personnellement, moi, je m'y retrouve mal dans les enjeux qui me sont proposés dans ces jeux-là. Je suis Les d'accord. jeux de domination capitaliste, je pense même avec des mécaniques intéressantes, ne m'intéresseraient pas plus. Alors qu'un jeu de domination guerrière Ouais, où on c'est va ça. massacrer les autres, C'est là ce que j'allais c'est dire. bon quoi. Les 4X, ça te pose pas de problème. Alors qu'il y a Exterminate quand même dedans. Ouais, mais je crois, en fait, plus j'évolue et moins les 4X, c'est ce que je préfère aussi comme jeu. En fait, je me rends compte que même ça, en fait, je m'en éloigne un peu. Hmm. Et Parce que ça te gêne philosophiquement. je sais pas, j'ai pas encore analysé tout ça, hein, mais Mais moi je pensais pas pour rien que j'aime bien les coops aussi. Hein. Il y a un lien avec ça aussi, c'est que peut-être pas les enjeux, mais l'objectif malgré tout commun me plaît plus qu'effectivement que avoir l'entreprise la plus florissante ou machin. Enfin, ouais. je sais que j'avais vu passer il y a 2-3 ans sur SN, il y avait un jeu, je crois, où tu devais développer ta société de fabricant de téléphone, et j'étais en mode Ah, mais c'est horrible. Enfin, en plus, Youpi. avec le truc assez premier degré en fait. une franchise. Mon Dieu. Et ben moi j'ai mauvaise conscience et j'aime bien ces jeux-là. Non, mais chacun s'y retrouve. Mais en fait, je crois que tu vois, là, tu m'as mis un peu face à ma contradiction quand tu me dis par rapport au fait de taper les gens et tout ça. Putain, Mais on a en fait fait, bugger 2 fois. Je crois que ça rappelle trop des enjeux réels en fait et des choses dont on souffre dans notre société, alors que des histoires de Street Fighter, de super pouvoirs et d'affrontements comme ça, en fait, on sait que c'est sans enjeu, c'est pas réel. Alors, je suis d'accord, mais Et du coup, c'est pas la même chose. oui, mais c'est tous les jeux où tu vas avoir une armée qui va en écraser une autre. Bah, malheureusement, l'actualité nous rattrape trop rapidement là-dessus. Enfin, pas nous directement, hein, mais Justement, tu mets des elfes, tu mets des nains au lieu de mettre des pays qui sont en train de se battre. ouais, mais finalement c'est la même chose. Je suis On cache. Je suis d'accord, mais du coup, c'est pas non plus la même sensation. Oui, c'est Ça vrai. dépend ce que tu recherches, parce que justement, tu peux avoir des wargames politiques, militants, et qui ont un vrai propos. Et d'ailleurs, Gian en parle régulièrement enfin, peut-être moins ces derniers temps, mais L'aspect historique. ouais, c'est ça. Et en fait, tu peux préférer l'aspect fantasy ou tu peux préférer l'aspect réaliste, histoire et monde réel, quoi. Moi, je me suis rendu compte sur la guerre, par exemple, je suis quand même plutôt pacifiste. Et déjà, dans les jeux, ça se voit que je suis pacifiste. Parce que je suis un peu le seul qui reste coincé dans son endroit, qui le surprotège pour qu'on vienne pas m'emmerder. Mais je me suis rendu compte que des jeux de wargame auxquels je peux jouer sans souffrir, c'est des guerres qui sont soit imaginées, soit très très lointaines. Parce que je peux pas imaginer jouer à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Comme A Few Cries of Snow, par exemple. Exactement, mais oui, c'est ça. Ou Lincoln, que j'ai joué il y a pas longtemps. C'est suffisamment lointain pour que tu puisses... Mais après, on a tous nos incohérences. Mais Bien sûr. Lincoln, c'est plus par rapport à... C'est un jeu que j'ai pas tout apprécié, mais les sensations qu'il y a là-dedans m'ont intéressé. Mhm. Voilà. Et notamment ce côté un peu souffrance que le jeu te donne. Mais c'est un autre débat. Mais c'est marrant parce que je trouve pas qu'Agricola ce soit le jeu le plus... Parce que ça, au final, on est dans les bottes d'un fermier qui essaye de survivre et qui est confronté à la Ouais, dureté. il fait un peu plus qu'essayer de survivre. Hein.
Parce que tu vois, ils pourraient tous se mettre d'accord, construire un four à pain collectif et poser les Tu voudrais clôtures. qu'ils fassent un écolieu en fait. Agricola, l'écolieu. N'empêche que je suis sûr qu'on peut faire une version coopérative, si ça n'existe pas déjà, j'en sais rien, de Agricola, en fait, avec un jeu, enfin une contrainte et des choses qui arrivent du jeu en mode scripté, quoi, tu vois. On a déjà fait des Autant jeux moi, comme ça. je peux pas, enfin, j'ai pas pu jouer à Mombasa parce que rien qu'à la cover, j'étais bloquée. Autant Puerto Rico aussi, ça me pose problème. Autant Agricola, ça m'a jamais bloqué. Non, mais il faut être honnête. Quand j'ai joué à Agricola, c'était quand ça venait de sortir et j'étais pas à ce niveau-là de réflexion par rapport à tout ça. Donc c'est pas T'as pour juste ça que pas j'ai pas aimé aimé. pouvoir faire ton action Mais parce que grave, c'était de la quelqu'un pose lui a ouvrier piqué du brûlante. bois une fois. C'était sa première partie de jeu et depuis, il a un traumatisme à vie. Honnêtement, je Mais pense que complètement. c'est pas honteux de le dire, mais on a tous fait ça. Mais non, pas tous, mais Puerto Rico, j'y ai joué il y a très longtemps et j'en ai fait un paquet de parties avant d'être conscient des problématiques qu'il pourrait y avoir derrière, quoi. Ah bah, bien sûr, non mais ça c'est certain. C'est marrant parce que en fait, je regardais dans une des phrases de la chronique, justement, je dis seulement cet ami lui avait amené une boîte de Unsettled ou de Spirit Island. Donc déjà, c'est 2 coop, mais surtout, Spirit Island, c'est quand même un jeu qui renverse Oui, bien sûr. la table par rapport à ce qu'on fait la question de d'habitude, ouais. colonisation. Hein. C'est les autochtones qui se défendent. Donc, mais j'ai pas réfléchi en le faisant, je l'ai pour le coup. Ah oui. Comme par hasard. Mais c'est rigolo parce que Agricola, c'est vraiment le jeu à l'allemande et la façon de gérer l'interaction de manière très très différente des jeux Ameritrash. Ameritrash, en fait, c'est plus direct, c'est on va brûler la terre de tes ancêtres. Voilà. Oui, C'est clair et net. je crois que moi aussi j'ai mon Ton trauma. j'ai mon trauma, ouais. Et en fait, dans le jeu à l'allemande, qui normalement, enfin, c'est comme ça que eux les imaginent. En tout cas, il n'y a pas d'interaction violente ou quoi que ce soit. Mais quoi de plus violent que bah tiens, je me mets là et tu feras pas ce que tu veux et ça marchera pas. En fait, c'est une autre violence. Il y a d'autres trucs plus violents que ça quand même, mais Non, il y mais a quoi Il y a d'autres trucs plus violents que ça quand même, mais c'est violent. Non, mais je parle Dans le jeu, on parle. Oui, bien sûr. Dans le Mais cadre. à la limite, c'est vrai que c'est plus direct quand on vient de te pourrir ton territoire. Mais bon, après, tu peux reconstruire, tu peux faire autre chose. Là, c'est ce truc-là de quand tu joues à des gens qui se mettent là, tu dis, mais c'est quoi ton intérêt de te mettre là? Rien. Ben, pourquoi tu le fais? Ben, parce que toi, ça t'emmerde. Ah, ben, d'accord, j'avais pas vu ça comme ça, mais voilà. Et ben, quand tu te retrouves dans ce genre de truc, c'est une interaction qui peut être un peu plus négative, Bien sûr. qui peut être prise de manière négative. Il y a une interaction assez piquante dans Kraftwagen là, qui revient. Je trouve que voilà, on peut voir ce que les gens vont mettre sur le marché avec les acheteurs et les voitures que nous on met. Et c'est hyper interactif. Et pour le coup, je trouve que ça marche bien, quoi. Ça fait vraiment cet état d'esprit hyper compétitif des marchands de bagnoles et où tous les coups sont permis, quoi. Oui, Kraftwagen ou Barrage ou tout un tas d'autres jeux, effectivement, où il y a une interaction assez frontale, mais de rien dans un Eurogame. Quoi. Barrage, typiquement, on place nos barrages juste au-dessus des barrages des autres joueurs pour leur piquer leur lot, quoi. Et l'eau étant le moteur du jeu. Et le deal est clair dès le départ. On sait qu'on va. Exactement. Il n'y a pas de coup en traite. Du coup, ouais, en fait, si. Non, tu dis il n'y a pas de coup en traite. Si. En fait, c'est tous les coups seront en traître. Mais tu le sais au départ, quoi. Ouais. Non, en fait, tu sais, un jeu comme Tu sais qu'on va se battre pour ça, quoi. Un jeu comme Barrage, tu sais qu'il y a des gens où tu leur proposeras pas parce qu'ils vont couiner toute la partie. Coucou. Coucou. Voilà. Très bien. Merci pour cette explication tout à fait rationnelle des débuts. Et crédible. Et crédible, ouais, surtout. Et attendrissante. Ah, merci. C'est vrai, un petit peu. Non. On va faire un petit tour des recommandations ludiques et culturelles avant de vous laisser parce qu'on aime bien, comme on n'a pas parlé jeux, on va faire un petit tour pour vous recommander des jeux. Qu'est-ce que vous en dites? Thomas, est-ce que tu as un jeu à nous recommander? Alors, ouais, on était à Vichy la semaine dernière. On a joué à pas mal de trucs. J'ai eu du mal à en choisir un parce qu'il y a eu vraiment pas mal de trucs. T'as tout aimé à Vichy, toi?
Alors je suis resté moins longtemps que vous, mais ouais, j'ai eu pas mal de chance. Je me suis arrêté sur pas mal de trucs chouettes. Je vais en choisir un qui peut-être va prendre moins la lumière que d'autres. J'ai hésité pas mal. C'est Happy Mochi, qui est un jeu qui a un côté un petit peu carreau combo, où vous avez des cartes en main, il va falloir s'en débarrasser, mais vous pouvez les jouer que 2 par 2. C'est des cartes qui sont numérotées, donc quand je joue un 7 à côté d'un 2, bah, ça me fait 72. On peut pas retrier les cartes de sa main. C'est vraiment très carreau combo avec un côté beaucoup plus méchant d'interaction, mais c'est rapide, c'est pop, c'est mignon. Voilà, c'est vraiment un petit carreau combo un peu plus sous stéroïdes. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette et j'ai hâte de recommencer. Cool. Atom? Moi, j'ai envie de vous parler de Dune Imperium Insurrection. Dune Imperium, c'était déjà un très bon deck building, mais avec quelques petits défauts. Et celui-là, en fait, c'est une façon de... On va retrouver en fait les mêmes mécaniques, c'est-à-dire le deck building, l'affrontement sur le plateau, mais pensé de manière différente. Le plateau est vraiment repensé totalement. En fait, un des éléments qui gênait les joueurs, qui pouvait gêner certains joueurs, c'était la pose d'ouvrier bloquante. Et là, elle y est toujours, mais en fait, on peut placer des espions à certains endroits et on peut amener un de nos agents, même s'il y a un agent adverse, et on enlève juste l'espion. Donc ces espions-là, en fait, ils permettent d'accéder à des endroits qui auraient été bloqués. Et du coup, il y a des choses qu'on peut faire en milieu de partie ou en fin de partie qu'on ne pourrait pas faire parce que l'endroit est bloqué tout bêtement, quoi. On parlait de la pose d'ouvrier bloquante, typiquement, c'est ça. Voilà. Et il y a plein de petites... c'est pas que... Il n'y a pas que ça. Il y a les vers des sables, justement, qui sont encore une autre mécanique. Il y a les factions qui sont un peu pensées différemment. Voilà. Moi, personnellement, à partir du moment où j'ai joué à ce jeu-là, on n'a pas arrêté d'y jouer. Et j'avais presque envie de jouer qu'à ça. Petit blocage. Un petit peu blocage. Un petit blocage, ça passera. Il y aura autre chose derrière. Mais... Oui, c'est quand même assez rare, vu la quantité de jeux qui nous passent, qu'on ressente ce truc-là un peu addictif. Donc, en fait, c'est quand même un signe aussi. Et tu nous l'as pas amené. Bah non. Mais tu as vu la dose de jeux que tu On a une grosse playlist déjà. Ouais, je crois que... Grosse tout doux. Il fallait jouer à Slay the Spire, je crois. Ouais, c'est prévu. Arrête de spoiler. Alors, Thibaut? Alors moi, la semaine dernière, le dernier épisode, j'avais fait en recommandation notamment un jeu de deck building. Donc cette semaine, je vais recommander Slay the Spire, qui va revenir dans les boutiques en novembre. Ce qui fait que j'ai un peu moins de difficulté à le recommander parce qu'au départ j'avais un petit peu peur vu que c'était annoncé qu'il allait revenir qu'en avril 2025. Il n'y avait pas beaucoup de boîtes pour les boutiques et il a été dévalisé tout de suite. Donc c'est un jeu de deck building qui est inspiré, adapté du jeu vidéo éponyme, donc avec une démarche roguelite. Donc à chaque partie, donc ça se joue de 1 à 4 joueurs quand même pour le dire, à chaque partie on fait l'ascension d'une tour qui est composée de 3 niveaux. Les 3 niveaux de la tour peuvent être joués en parties séparées ou tout à la suite. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va gagner des parties, on va débloquer des nouvelles choses et on va aussi débloquer des difficultés croissantes. Et donc le challenge, ça va être d'arriver à aller jusqu'au bout de la difficulté, jusqu'au maximum, en débloquant toutes les cartes, tous les éléments, tous les actes du jeu. Et donc on va diriger 4 personnages assez asymétriques. Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé parce que la mécanique de deck building elle est assez maîtrisée et la manière dont ils ont transcrit l'expérience du jeu vidéo en jeu de plateau en limitant la manipulation pour que ça reste agréable et en amenant une coopération à plusieurs joueurs puisque je joue à 4, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et j'en ai fait quand même un petit paquet de parties déjà maintenant, je sais plus, entre 10 et 12 je crois. Peut-être même plus, je sais pas. J'ai fait jouer ma fille de 14 ans et c'était cool. Et voilà, je le conseille. Ce que je trouve très cool, c'est qu'on peut, avec le même personnage, construire des builds, avoir des types de stratégies très très différentes. Ouais, carrément. Et ouais, c'est sûr que... On peut vraiment personnaliser la manière dont on va vouloir attaquer le... Tout en gardant un certain opportunisme, parce qu'au fur et à mesure, de toute façon, les premiers runs qu'on va faire, globalement, on va les gagner. Le jeu va pas démontrer une très forte difficulté, mais en fait plus ça va avancer dans les niveaux qu'on débloque, ça monte jusqu'à niveau d'ascension 15,
Puis après, il y a des défis quotidiens qui reprennent un peu l'aspect vidéoludique et on va pouvoir tirer au hasard des malus, des contraintes. Au bout d'un moment, ça va devenir vraiment chaud. On va être un peu à une part d'opportunisme et on va être forcé d'explorer certains builds. On va commencer à bien connaître nos decks, à pouvoir essayer de commencer à planifier un petit peu nos runs. Et là, ça devient exigeant. Il va falloir vraiment connaître les builds des personnages pour pouvoir progresser, quoi. Merci Shaman. Alors moi je vais vous conseiller Unsettled parce qu'Unsettled arrive aussi en novembre décidément et c'est vraiment un jeu magnifique. Unsettled c'est un système un peu à la Time Stories, un système où on va pouvoir plugger différentes planètes comme des jeux dans une console. Chaque planète a son histoire, son environnement, sa logique, ses découvertes propres. Et le point commun de toutes les planètes que vous pourrez découvrir, c'est qu'on n'affronte jamais des aliens. On affronte uniquement l'ignorance. On explore, on expérimente, on découvre des choses, et on essaie de comprendre cet environnement et on va essayer d'en tirer parti pour survivre. Moi qui suis une joueuse qui aime l'histoire, ici, chaque action est porteuse de sens. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il va y avoir des conséquences. Tu touches une plante, et peut-être qu'en fait elle était vénéneuse et tu vas être malade un peu plus tard. Les objectifs mid-term aussi sont portés par une intention qui là aussi fait sens dans cet univers SF. Et puis on a toujours un arc qui se déploie sur toute la partie. Sur 2 niveaux, on a la compréhension de cet environnement. Il y a toujours une clé à saisir dans la planète qui va nous permettre de vraiment avoir cette sensation qu'au début, on tâtonne dans le noir et à la fin, si tout va bien, c'est pas toujours un happy end, hein, des fois on meurt, mais si on s'en sort, on a vraiment l'impression d'être devenus des super héros, quoi, des super scientifiques, ouais, grâce aux synergies de pouvoir qui se sont développées de manière dingue. Et la coopération est au cœur du jeu. Il y a de l'humour, il y a de l'intelligence, il y a du renouvellement de ouf. Bref, pour moi, Unsettled, c'est un vrai gros coup de cœur. Je suis infoutu de faire un top 10, mais je sais qu'il serait dedans. Et là, je suis vraiment contente de voir qu'il arrive en VF. Donc, si vous aimez la coopération, si vous aimez les univers riches, narratifs, il faut absolument que vous découvriez Unsettled. En plus, il est beau et il prend pas beaucoup de place par rapport au fait qu'il y a plein de planètes, quoi. On arrive à faire tenir quand même beaucoup de choses dans une boîte qui n'est pas gigantesque par rapport à ce qu'on peut avoir dans le salon. Oui, c'est juste qu'on a un copain qui nous a fait en impression 3D un insert génial où il y a absolument tout qui tient dans la boîte. Dans la boîte de base, j'essaie de me rappeler si il y a 2 ou 4 planètes. Tu peux mettre 2 ou 3 planètes. Genre. J'aurais dit 2 à 4 là, mais non, c'est foutu, mais... Qui est déjà pas mal. Mais oui, ce que tu n'as pas dit, c'est que chaque planète a 3 scénarios rejouables qui sont des arcs qui t'amènent sur des choses différentes en termes de dynamique, avec des difficultés différentes. Et je ne sais pas si les boîtes de base intègrent tout de suite d'autres trucs qu'ils ont fait, mais il y a quand même plusieurs petites extensions plus planètes. Il y en a un paquet, il y en a 9 actuellement dispo. Et 2 petites extensions plus un truc qui rajoute des scénarios pour chaque planète. Voilà. Sachant que c'est rejouable. Après, je sais pas en français ce qu'ils vont sortir exactement en planète, mais ce qu'ils vont tout faire, j'en sais rien. Le premier KS pour l'instant, en fait. Ouais, c'est ça. À peu près le premier KS, c'est-à-dire la boîte avec les 2 premières planètes. Ouais. 6 planètes. Il y a 4 planètes en plus. Ok. Ça fait déjà de quoi. Vous avez déjà de quoi explorer. C'est clair. Ok, donc voilà, Unsettled pour moi c'est Marocco et là il arrive, c'est trop bien. On va passer au reco culturel. Thomas ? Alors, moi je vais faire une reco culturelle d'un truc qui est pas nouveau mais dans lequel je vais me replonger. Il y a un autre épisode que vous verrez peut-être qui était l'épisode 0 dans lequel on a parlé on a parlé pas mal de choses sur le jeu, sur est-ce qu'on relit des livres et tout. Celle-là c'est un livre que je vais relire. C'est aussi un épisode où vous verrez, je parlais du fait qu'en littérature, on avait rarement l'impression de lire la même histoire. Là, je vais vous parler d'un auteur qui s'appelle David Gemmell. Ce serait clairement un auteur itératif. Là aussi, c'est un lien avec un autre podcast qu'on a fait, qui refait toujours la même histoire, qui est toujours une histoire de guerriers dans un monde d'heroic fantasy qui doivent faire une défense désespérée, qui est systématiquement désespérée. On sait qu'ils peuvent pas gagner à la fin. Il faut qu'ils défendent un truc et voilà. C'est systématiquement épique. Ne lisez peut-être pas tout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Moi j'ai tout lu mais j'adore. Et là ce que je vous recommande c'est en particulier sa trilogie autour de Troie, la guerre de Troie, où il va donc raconter cette guerre-là avec un parti pris qui est... moi je l'ai interprété comme qu'est-ce que ça aurait pu être la vraie histoire qui a donné lieu à la légende. Donc il y a un petit peu de magie mais pas tant que ça. Mais par contre
Il y a pas de dieu, il y a pas de héros qui ont des pouvoirs incroyables, qui sont immortels. Mais par contre, on retrouve Ulysse par exemple, qui est un marin qui ne fait que raconter des histoires. Et que donc toute son odyssée, il la raconte, mais il s'en sert pour essayer de motiver ses matelots. Enfin, tous les personnages sont incroyablement épiques, incroyablement héroïques. Ils sont pourtant pas unidimensionnels. J'adore David Gemmell. C'est en plus le dernier livre qu'il a écrit, puisque c'est même sa femme qui a terminé le 3e tome. Ce qui est, quand on est fan d'un auteur et qu'on lit la fin de ce livre, elle lui rend très clairement un hommage à travers un des personnages. C'est assez touchant. Bref, j'adore cette trilogie. Je viens de racheter les tomes que je n'avais plus parce que je les avais prêtés. Je vais y replonger dedans avec incroyablement de plaisir. Tu peux redonner le nom de la trilogie? Elle s'appelle 3, tout simplement. Le cycle Ouais. 3, ouais, le Seigneur 3. de l'Arc d'Argent, le Bouclier du Tonnerre et la Chute des Rois. Voilà. Cyril Latome. Alors moi j'ai envie de tricher un petit peu, et cette fois j'en ai 2. Ça fait 2 fois qu'il parle de tricher aujourd'hui. Ouais, non je sais, mais Sale tricheur. il y a un fil. Qu'est-ce que tu nous recommandes alors? Je vais commencer succinctement par un petit livre de Clémentine Beauvais. On en a déjà parlé. Qu'on a déjà recommandé ici. Exactement, dans la collection de Tracts, qui est un petit format un peu politique de quelques pages, une 50aine de pages à peu près. Et ça s'appelle « Pour le droit de vote à la naissance ». Et c'est un exercice de pensée intéressant. Par exemple, quelque chose dont elle dit, c'est en gros, on présuppose l'incompétence du jeune enfant, mais on présuppose aussi la compétence des personnes majeures. Et puis, si on réfléchit aussi, c'est que les enfants sont les premiers à subir les choix politiques, donc pourquoi, après tout, ils ne voteraient pas? Ça serait logique. Dès le berceau. Dès le berceau, voilà. Bon, évidemment, il y a de tout en fait là-dedans. C'est un exercice de pensée que je trouve plutôt vivifiant, et cela, quoi que l'on en pense. Ok. Et après, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de vous parler d'une série que j'ai découverte par le truchement d'une vidéo YouTube. L'algorithme, des fois, te balance des choses, tu ne t'attends pas, qui m'a fortement donné l'eau à la bouche et poussé à la chercher un peu partout. Il s'agit de Scavenger Reigns. Et tu vois, si tu parlais d'Unsettled, en réalité, ça pourrait être un Unsettled en version animée. Cette vidéo m'a allègrement spoilé, mais comme je ne suis pas sensible, ça ne m'a pas du tout empêché de la savourer. Et je trouve qu'il y a suffisamment à manger. Et d'ailleurs, j'ai mangé toute la saison 1 et j'ai envie de la regarder une deuxième fois d'affilée. Bref. Alors l'histoire, en fait, c'est des gens qui sont dans un vaisseau cargo interstellaire qui s'appelle le Déméter. Ce cargo, en fait, on commence en fait l'histoire avec des gens qui nous disent où est passé ce vaisseau? Il a sûrement été perdu. J'espère qu'il n'y a pas de survivants. Pas de bol, s'il y a des survivants, qu'est-ce qui va leur arriver? Et en fait, nous, on suit ces gens qui sont dans ce cargo et qui s'enfuient à travers plusieurs capsules de survie. Et ces personnes, elles atterrissent sur une planète qui s'appelle la planète Vesta. Bref, cette série, en fait, elle m'a fait penser à plusieurs choses. Alors, il y a un peu du Miyazaki pour toutes les créatures. Alors, plus Nausicaa que du Totoro, ça paraît évident. Ou du Moebius. Et clairement, j'ai vu que les gens qui ont animé se sont inspirés effectivement de Moebius. On retrouve vraiment la vieille science-fiction à la papa ou à la maman. Soyons pas sexistes, mais moderne en même temps. Et je finis par les musiques qui sont signées Nicolas Snyder, qui sont... je suis pas très calé en musique, mais elles sont à la fois planantes. Il y a des petits morceaux de piano, de violon. Enfin, c'est des morceaux assez magnifiques. Et moi, personnellement, je m'en lasse pas et je l'écoute en travaillant. La mauvaise nouvelle, a priori, c'est qu'il n'y aura pas de saison 2. C'est les problèmes de rentabilité. Alors, je dis a priori parce que de temps en temps, il y a un petit quelque chose qui dit que peut-être que... pétition sur Internet. Ouais, ça reviendrait. Alors, des gens qui essayent de faire des pétitions, mais voilà. Bref, ne vous empêchez pas de voir la série pour ça, parce que la saison 1, elle pourrait être tout à fait une fin tout à fait convenable. En fait, ça se termine, ça pourrait très bien se terminer comme ça. On clôt tous les arcs narratifs. Mais en même temps, il y a aussi une ouverture qui pourrait laisser espérer une suite un jour, et moi, personnellement, j'espère. Voilà, c'était mon coup de cœur. Oui, effectivement. Il y a combien d'épisodes de combien de temps? 12 épisodes de 25 minutes. Ok, ça se fait bien. Ça se fait très vite. Merci à Tom. Shaman. Tout à fait. Alors, moi, je vais recommander de la musique cette fois-ci. Je vais recommander l'artiste Senbei, S-E-N-B-E-I. C'est un beatmaker. Mais tout particulièrement 2 albums qui m'ont touché. Alors, c'est pas forcément des trucs hyper récents. Donc, c'est Toitsu, T-O-I-T-S-U. Donc, il y en a un qui s'appelle Toitsu, le premier, et le deuxième s'appelle Toitsu 2.
Voilà. Et en fait, ils sont très particuliers ces albums. Un des articles qui parle de ça dit par exemple Senbei et Toitsu unifiés à l'ère de la distanciation sociale. Parce qu'en fait, il y a une histoire bien particulière derrière ces albums. Toitsu, par exemple, quand on regarde l'album, on se rend compte qu'en fait, il y a l'image d'un petit bonhomme un peu stylisé avec une moustache qui, a priori, représente le beatmaker Senbei. Et si on regarde de plus près, on voit qu'il est composé à partir de plein de photos de gens, comme vous avez déjà dû voir ces posters de ce genre-là. En fait, c'est parce que cet album, il date de l'époque du Covid, au moment du confinement. Il a eu l'idée de lancer comme ça, de se dire on fait un petit truc participatif quand toutes ces tournées, tous les trucs ont été stoppés pour lui sur ses réseaux sociaux. Il a commencé à avoir des réponses, et tellement de réponses qu'il avait largement plus de sons, d'idées et de trucs qui lui ont été proposés musicalement pour qu'il pouvait faire beaucoup plus que juste un titre. Et donc il a créé un groupe privé, il a structuré, et il s'est retrouvé avec 500 personnes qui ont contribué et participé à créer ce qu'est cet album-là, et sur lequel il a travaillé du coup pour faire une unité, etc. et sortir cet album. Donc, moi je trouve que musicalement c'est hyper chouette et ça me touche beaucoup. Il y a plein de choses. Le premier morceau c'est un morceau de piano, et après on va retrouver des choses plus électroniques. Dans le deuxième, il y a des voix, des samples, des trucs où je ne sais pas s'il a réussi à choper un des doubleurs d'anime de notre enfance, parce que la voix ressemble à ça à un moment, mais il met un peu en scène comme s'il y avait un méchant qui mettait au défi la Toitsu armée, qui serait tous les gens qui sont rassemblés autour du projet. En tout cas, voilà. C'est ce que je recommande. Ça m'a beaucoup touché. Et j'écoute ça en boucle depuis 2 mois. En boucle. Voilà. Je confirme aussi. Merci, Shaman. Moi, je vais vous conseiller un petit bouquin que je pense tout le monde devrait lire. C'est accessible, il y a des anecdotes, il y a de l'humour, et pourtant c'est hyper éclairant, c'est un peu radical, mais c'est absolument nécessaire. Ça s'appelle Les Grandes Oubliées de Titou Lecoq. Au départ, je voulais vous parler de Honoré et moi, un autre livre qu'elle a écrit sur Honoré de Balzac qui est très rigolo et que j'ai dévoré. Et puis en fait, je me suis dit, je ne peux pas parler de Titou Lecoq sans parler des Grandes Oubliées. Donc on va commencer par le commencement. Les Grands Oubliés, ça parle de comment et pourquoi la moitié de la population a été invisibilisée, silenciée pendant des siècles, et comment on a justifié le fait que les femmes n'accédaient pas à l'éducation, à l'indépendance pendant toute l'histoire, mais aussi même celles qui réussissaient à passer entre les mailles du filet, et il y en a eu plein, comment on les a oubliées et pourquoi. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment, en effaçant cette mémoire collective, on oblige l'histoire à devoir recommencer. Par exemple, assez symptomatique, le mot autrice, qui existait à l'Antiquité, qui était encore utilisé au Moyen-Âge. Et au moment où le statut d'écrivain se professionnalise et permet une ascension sociale, l'Académie française proscrit le mot autrice. Et à la Révolution plus tard, on a voulu se battre contre l'aspect discriminatoire du mot auteur. Et on a cru à ce moment-là que autrice était un néologisme. Et donc on l'a écarté, alors que ce n'était pas du tout un mot nouveau. Mais comme on avait oublié l'histoire, que l'histoire est effacée en permanence, et dans son livre même, elle écrit des choses en disant « mais ça, je l'écris, mais il y a déjà quelqu'un qui l'a écrit il y a 2 siècles. Et avant elle, il y avait déjà elle qui l'avait dit. » Mais en fait, on oublie en permanence. Donc il faut vraiment que ce livre soit lu, et soit lu dans les écoles, parce que sinon on est condamné à répéter tout le temps la même histoire. Et ce qui est chouette avec ce livre, c'est qu'il est vraiment accessible et plein d'humour, je le disais. C'est bien amené, ça se lit vite. Et donc, il n'y a vraiment pas d'excuse à rater ce truc-là. Et puis, c'est hyper intéressant de voir ce mécanisme d'effacement et comment, en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours. Il y a des périodes plus ou moins ouvertes pour les femmes où elles pouvaient accéder à des postes. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait des femmes qui avaient bâti des cathédrales ? Moi, je l'ai appris dans ce livre. Parce qu'au Moyen-Âge, au final, c'était pas si moyen que ça pour les femmes. Mmh. Alors qu'à la Renaissance, on aimait bien les brûler en les traitant de sorcières. Et rien que le terme de Renaissance et Moyen-Âge, du coup, peuvent être discutés juste à cause de ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un livre très, très intéressant. Voilà, je vous le conseille. Les Grandes Oubliées de Titou Lecoq. Et puis après, vous pourrez lire Honoré et moi. Je crois que Thomas est en train de le commander, là, non ? J'étais en train de regarder. Ouais, est-ce que je peux repartir avec ? Et je crois qu'il doit être dans la chambre de ma fille, mais... il est beaucoup trop tard pour qu'on T'as été trop vite. Par contre, Honoré et moi, il est sur ma table de chevet. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours. On est toujours intéressés pour vous lire. Donc, me faire des petits commentaires. Si vous avez des questions sur nous, sur Ludovox, n'hésitez pas. Sujet que vous voulez qu'on traite. Ouais.
Exactement. On tâchera de vous répondre. Enfin, envoyez-nous des questions, on fera un courrier des lecteurs. Tu regardes trop Pierre-Emmanuel Barré, toi. Merci et à la prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt.